Vas-y, fais un bisou micro. Pipapuma, ¿cómo estás tu mamá también? Hola. C'est parfait. Vamos a... Voilà. À la playa? À la playa, señor Zorro. J'étais très mauvais en espagnol. Zorro, ça pourrait être sympa ça aussi. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. j'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que votre ventre n'est ni trop plein ni pas assez, et que la reprise n'est pas trop douloureuse non plus. Pour ce 19e numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. En fait, j'avais quasiment depuis le début de l'émission l'envie de faire ponctuellement un concept un peu différent pour deux raisons. La première, c'est que je voulais évoquer plusieurs sujets au lieu d'un seul pour les réunir autour d'une thématique commune. Et l'autre, qui d'ailleurs est plus importante, c'est que c'est pas moi qui impose un sujet, mais les invités qui proposent le leur. Faut savoir que je pense pas qu'on l'ait indiqué par le passé, mais en gros, la méthode de sélection des sujets part d'un Google Doc tout con. C'est-à-dire qu'en préparant le lancement de ce podcast, j'ai dressé une petite liste de films, de jeux, de séries, etc. Et qu'ensuite, j'ai demandé aux copains et aux copines de mettre leur nom en face des sujets qui les intéresseraient suffisamment pour en parler devant un micro. Et aussi de proposer leurs œuvres aussi par la même occasion. Et c'est en fonction du nombre, entre guillemets, inscrits à un sujet que je me dis, là, on va parler de ça pour ce numéro, et de ça pour celui d'après, et ainsi de suite. Et tout ça en variant les médias. Et donc là, cet épisode s'appelle sobrement Curiosité. Dans le petit groupe secret où l'on prépare et organise chaque podcast, j'ai demandé aux personnes intéressées qui composent la clique de venir avec un sujet un peu obscur, un sujet qu'elles souhaiteraient présenter, quelque chose issu là encore évidemment de leur enfance ou de leur adolescence, et qui reste assez présent dans leur mémoire, et ils vont dire pourquoi. Le but, c'est de se retrouver avec une petite brochette de sujets variés et méconnus. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux, mais on ne va pas dire pour autant que ce sont des trucs qui ont marqué l'histoire, hein. Ce qui m'intéressait, c'était de rentrer un peu plus profondément dans le palais mental, on va dire, des gamins qu'on était à l'époque, et d'ouvrir une porte, la porte d'une pièce qui était fermée depuis longtemps, de l'explorer et de voir ce que les gens qui vont se succéder au micro avaient à en dire. L'autre raison qui m'a poussé à mettre en place cet épisode un peu spécial, c'est que je voulais donner la parole à des gens qu'on n'a pas entendu beaucoup pour une raison très simple qui est la distance. Comme la majorité des gens de l'équipe sont parisiens et que c'est pas toujours évident d'avoir un ou deux invités qui sont de province, je dois parfois dire non et à regret à la participation de certains d'entre eux. Et c'est le cas de 4 des personnes que vous allez écouter là. En plus, c'était pratique de s'organiser des petites sessions Skype pendant la pause hivernale. Ce sont des petites séquences qu'on a enregistrées avant, pendant ou juste après les fêtes. Et du coup, oui, vous en avez peut-être douté vu que je suis le seul à parler depuis tout à l'heure. Ce n'est pas une émission organisée dans les conditions du direct comme à l'accoutumée. Donc pas de préparation en amont pour moi, et ça c'est assez confort, hein, je dois vous l'avouer. Mais bon, ça fait un peu plus de montage à l'aval. Vous allez donc entendre successivement 5 personnes, 6, puisqu'on va même commencer par un duo. Et chacun d'eux va nous parler du sujet qu'il ou elle a choisi. Au final, on devrait avoir un show un peu plus court que d'habitude. Ça devrait, à chaque fois que je pense ça, c'est tout l'inverse qui se passe. Enfin bon, on va bien voir. Et on va se lancer, hein. Là j'ai peut-être un peu trop parlé déjà. Je vais juste présenter chacun des lurons que vous allez entendre. Je vais les nommer rapidement, hein, et ils se chargeront de se présenter eux-mêmes. Il y aura d'abord Arnold, qui là pour le coup il est inutile de présenter vu qu'il est là une émission sur 2 ou 3. Il viendra nous parler du jeu vidéo Medieval. Ensuite, il y aura Yasmina qui était là pour l'épisode sur Lois et Clark il y a quelques semaines. Elle co-anime pour rappel le podcast Cocktail avec Arnaud qui lui aussi est venu plusieurs fois. Et elle nous présentera une série télé, The Worst Witch.
Après, ce sera au tour de David, qui lui n'a pas encore participé à cette émission. J'espère le recevoir un de ces jours. Il anime lui aussi 2 podcasts que je vous recommande, Actioner et Itchy. Le premier parle des films d'action, c'est assez parlant dans le titre, et le second des films asiatiques. Et lui, il nous parlera d'un manga qui s'appelle Video Girl Eye. On terminera avec l'ami Matt, éminent représentant de la culture comics en France. Il était présent dans l'émission qu'on avait fait sur le jeu Magic l'Assemblée, et lui aussi nous parlera d'une série qui s'appelle Misfits of Science. Mais on va commencer dès maintenant le programme avec Faye et James, que vous connaissez sans doute pour Geek en série. Vous avez déjà entendu Faye dans les émissions consacrées à l'Arme Fatale et à X-Files. C'était il y a un bout de temps. Quant à James, j'espère que lui aussi on aura l'occasion de l'entendre prochainement à cette antenne. En attendant, ils vont nous parler d'un sujet qui était circonstance il y a encore quelques jours, puisque ce sont les films de Noël. Bon allez, c'est parti, je vous retrouve en toute fin d'émission pour vous dire 2-3 trucs sur l'année à venir, et je vous souhaite une bonne écoute. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so everywhere I go. Et on commence l'émission avec Faye et James. Salut les copains. Salut. Comment vous allez? Ça va. On est dans l'ambiance de Noël. Ouais, on est plein de 4 épices et de cannelle. De 4 épices, c'est ouais. Vrai. Je sens ça d'ici. Et cette émission, elle sera diffusée en tout début d'année 2019. Mais là, on est juste avant Noël. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer avec vous. C'est que votre sujet à vous est en rapport direct avec le Père Noël, les traîneaux, les cadeaux, tout ça. Totalement. Ah, totalement, oui. C'est la magie de Noël à l'état pur. Ouais, c'est la meilleure façon de répandre l'esprit de Noël et la magie de Noël à la télévision. Et c'est pour ça qu'on l'étend un petit peu au début 2019. Et pourquoi qu'on remette un petit peu le contexte, je vous ai demandé de choisir un sujet que vous vouliez évoquer de votre enfance. Et vous, naturellement, vous avez voulu parler des téléfilms de Noël. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous fait bien rire, et je trouve que c'est de plus en plus présent à la télé. Bah ouais. Là, si t'allumes la télé, il y en a un sur TF1. Il y en a un sur TF1, sur TMC, ils sont partout. Ils ont répondu leur. C'est ça. Et c'est souvent des téléfilms américains qu'on a avec souvent aussi des acteurs de série. Donc ça permet de revoir des visages connus de la télé. Et c'est souvent des histoires qui vont tourner autour de l'amour. Les bons sentiments de Noël. Comment trouver l'amour à Noël, comment se reconnecter avec sa famille à Noël. On a comment récupérer l'esprit de Noël alors que tu l'as perdu. Les contes de fées aussi, on a par exemple, je me rappelle un téléfilm qui reprend un peu Cendrillon, où on a une fille, la pauvre, elle veut racheter l'entreprise de son oncle, qui est traiteur. Et elle s'incruste à une soirée masquée, et elle tombe amoureuse du client, et le client essaie de la retrouver. Mais si vous aimez les trucs un peu redondants, avec des codes et des règles qui reviennent souvent, et c'est vraiment l'esprit conte de fées avec tu lis un conte de fées, tu les as un peu tous lus. Là c'est un peu la même chose. Dans ce que vient de présenter Faye là à l'instant, avec la nana qui revient chez elle là, c'est tout le temps comme ça. C'est souvent elle est en froid avec une partie de sa famille, où elle voulait pas revenir chez elle, et elle se rend compte qu'en fait que maintenant qu'elle a mûri, ce décor est tellement plus appréciable, et qu'elle s'y sent en fait chez elle ce qu'elle voulait pas s'avouer, ce genre de choses. C'est effectivement, là maintenant que tu le dis, j'ai dû voir ça d'un œil ou de deux parfois, un nombre incalculable de fois cette période quoi. Ou sinon t'as la personne qui est à fond sur son travail et qui est très vénale et carriériste, et puis qui d'un coup va ouvrir les yeux et se rendre compte en arrivant dans un petit village de Noël. Et elle va tomber sur un père célibataire qui a soit un garçon soit une fille. Exactement. Et sa mère est morte en général. Ouais, souvent un truc comme ça, ouais. Donc, d'un coup elle va retrouver l'esprit de Noël pour goûter au pain d'épices et aux trucs comme ça. Et Toubi, il y a aussi celle qui est pas sûre d'elle et qui se retrouve à faire un concours pour Noël, tu vois. J'avais vu récemment la maison de pain d'épices. Ah oui, c'était génial. C'était trop bien. Ouais, et réconciliation avec l'histoire familiale et tout ça, ouais.
C'est ça. Et puis il y a le grand classique, le Père Noël qui se marie, la fille du Père Noël qui se marie, le fils du Père Noël qui découvre qu'il est le fils du Père Noël, il doit se marier et devenir le Père Noël. Enfin, il y a tous les grands classiques. Hein. C'est du bonheur. Celui qui doit récupérer la place de Père Noël parce que le Père Noël est trop fatigué. Voilà aussi, ou parce qu'il lui a volé son traîneau sans faire exprès. C'est la vie. Mais effectivement, tu vois là, quand tu m'as parlé des films de Noël, moi j'étais resté sur un film avec le Père Noël en danger ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu as commencé à parler. Mais il y a aussi. Oui, mais quand tu as commencé à parler des comédies romantiques, justement, avec parce que tu as commencé à tisser tout à l'heure, et là j'ai eu une vague de. Ah ouais, mais en fait, non, c'est bon, il y en a des milliers, quoi. C'est ultra conservateur quand j'y pense tout ça. Ah, mais le pire, tiens, tu sais qu'on avait fait l'émission sur L'Arme Fatale. Récemment, j'ai vu Le Train de Noël avec Danny Glover. Ah oui, c'est vrai. Qui fait un gars, en gros, qui dirige le train de Noël et qui écrit des histoires. Et il écrit tout un plan pour pouvoir mettre ensemble 2 journalistes. Et il fait tout un truc avec un couple qui doit se marier. Il installe une ambiance romantique et tout. Et finalement, quand les deux se mettent ensemble à la fin, il fait « Ah, je vous ai bien eu, c'est moi qui ai tout chapeauté, oui !» Avec son côté, voilà, j'attendais qu'il dise « Je suis trop vieux pour ces conneries », mais non, il l'a pas dit. Mais bon, ça m'a choqué. C'est ce qu'on appelle une fin de carrière, quoi. Enfin, bien souvent, j'ai l'impression que c'est quand tu vois une tête connue, c'est parce qu'elle n'était pas devant les écrans depuis 5-10 ans, quoi. C'est clair. Bah tiens, si tu veux rire, un des champions des téléfilms de Noël que je vois souvent, c'est quand même Riley de Buffy. Comme par hasard. Putain, oh, le pauvre, quoi. Ah non, mais c'est mais tous les gens qui ont fait des séries CW, enfin tout la fille des frères Scott. Ouais, le bon gros casting des frères Scott que vous retrouvez un peu dans tout ce genre de téléfilm à la con. Une qui fait beaucoup de téléfilms aussi, c'est celle qui faisait la petite gamine dans La Vie à 5, la série avec Matthew Fox, qui était aussi dans Perdu dans l'espace. Ouais. Ah oui. Ouais, je me souviens. Elle en fait pas mal. Vous pouvez même en retrouver sur Netflix avec elle. Enfin, mais maintenant Netflix passe le truc de Kurt Russell là. Ouais. Ah mais ça c'est un film. J'allais le dire. Ça fait un film de Noël, mais ça reste dans l'esprit téléfilm de Noël, non? Mais vous l'avez vu ça du coup? Oui, je l'ai vu bien sûr. Attends, il y a Kurt Russell, obligatoirement on le regarder. Oh, bah, franchement, j'ai bien aimé. D'accord, ça parlait de quoi là? Parce que j'ai esquivé chaque bande-annonce qui évoquait ce truc-là. Ouais. Alors en fait, c'est 2 gosses qui ont perdu leur papa et du coup ils sont déprimés, donc ils essayent de faire le deuil. Et en fait, un soir, ils décident de surveiller pour voir si c'est vrai que le Père Noël existe ou pas. Et ils vont trouver qu'il existe. Et en gros, ils vont vouloir s'incruster dans son traîneau. Et ils vont bousiller son traîneau. Et du coup, ils vont devoir trouver comment sauver Noël. Et il va se passer plein de choses. Et à un moment, il y a Kurt Russell, il chante dans une prison. Et c'est difficile. Ouais, ok. Alors, là, ça répond effectivement à tous les standards, quoi. Ah oui, tout à fait. Hein. Et après, il y a encore un standard qu'on a oublié, c'est quand même le téléfilm de Noël qui rend hommage au bouquin de Dickens sur Noël, où on va voir les fantômes des Noëls passés. Ouais, effectivement. Ah, mais c'est tous les grands classiques. Et le pire, c'est que tu sais que c'est nunuche. Tu sais que c'est n'importe quoi, tu peux prévoir ce qui va se passer au bout de 5 minutes. Mais quand tu regardes ça, après, t'as qu'une envie, c'est de boire un chocolat chaud, de faire ton sapin. Tu te sens dans l'ambiance, c'est quand même une Mais c'est un bon nanar, en fait. C'est des nanars. Ouais. Moi, je regarde ça avec beaucoup de second degré. C'est vrai que ça véhicule un peu tellement the American Way of Life, des trucs très conservateurs et c'est très guimauve. Ouais, c'est très très guimauve, mais je trouve que il y a il y a un truc attachant. et de regarder ces petites histoires que bon forcément tu vas deviner tout ce qui se passe au bout de 30 secondes et tu vas savoir s'il y a un méchant, tu le verras sur sa gueule au bout de 30 secondes que lui il va faire des conneries. En général, c'est bien surjoué, tu sais. Oui, le casting est jamais très très génial, mais je sais pas, ça, il y a un côté sympathie et ça s'accorde bien à Noël, je trouve, ce côté mais un peu guimauve. Dites-moi, là, vous manifestement, ça devient une habitude pour vous enfin, circonstancié, vu que pendant les fêtes, quoi, j'imagine que vous lancez pas des films de Noël en plein mars, mais du coup, vous allez à la recherche de ces films-là, ou ils viennent à vous et du coup vous les matez, parce que autant l'exemple du film avec Kurt Russell, là, c'est sur Netflix, je tombe dessus, bon bah je le lance, autant moi pour moi ça fait appel à une consommation télé classique, tu sais, et comme moi j'aime plus du tout la télé. Comment ça se passe pour vous? Il y a une impulsion pour dire on va se mettre un film de Noël, ou vous le voyez passer? Alors
moi enfin, je pense que moi j'avais la même consommation que toi avant d'être avec Faye. Je ne regardais pas ce genre de truc, ou même quand je ne faisais rien un mercredi après-midi, je ne mettais pas la 6 pour regarder les téléfilms et m'abrutir de ce genre de trucs. Mais depuis que je vis avec Faye, en fait Faye elle a l'habitude d'allumer la télé et enfin elle laisse tourner et en même temps elle travaille. D'accord. Du coup elle va écrire ou elle va monter, elle va faire des trucs et en même temps tricoter et en même temps il y a le truc qui tourne et elle le suit pas vraiment. Si, je suis. Moi, je fais plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que j'attends la date quand ça commence et je sais que c'est à peu près vers le 20 novembre. Et dès le 20 novembre, tu vois, je commence à regarder. Et ouais, mais tu regardes. Ah, mais si tous les jours j'allume pour voir qu'est-ce qu'il y a, si c'est pas top, je m'en vais. Alors, je commence par la 6. Des fois, c'est pas super. Et je passe sur la 1. Parce que la 1, c'est des téléfilms un peu plus classe, tu vois, avec des acteurs beaucoup plus connus. Et puis, bon, c'est vrai que des fois, il y a des histoires qui sont un peu plus d'ambition. Il y a un peu plus d'ambition. Plus de républicains, donc plus de budget. Voilà. Et puis bon, par contre, des fois sur la 6, on a des téléfilms allemands, des fois de Noël. Ah oui, c'est un truc, mais vraiment. Et qu'est-ce qui caractérise le téléfilm de Noël allemand, du coup? Alors, ça essaie de copier les Américains, mais il y a des acteurs un chouïa moins bon. Ouais, il y a beaucoup moins de budget, les acteurs surjouent encore plus, et le doublage parfois est très rigolo, quoi. Et il y a un côté un peu plus traditionnel au niveau des fêtes tu vas pas avoir le Père Noël, mais tu auras des trucs peut-être un peu plus du Nord. Ouais, enfin disons que ça va être plus genre, par exemple une fois il y en avait un, c'était une fille qui cherchait un prince pour Noël et elle avait trouvé une grenouille qui s'est transformée en prince. Et le gars c'était un rouquin ignoble, enfin bon, voilà. Sinon tu vas avoir des histoires pareilles, le père célibataire ou la fille qui est triste pour Noël et qui va faire une rencontre, mais il y a moins un côté, on va dire, showbiz, un côté paillette, c'est vraiment plus terne en fait. Ouais, c'est plus traditionnel. Ouais. Terroir. Et du coup, dès que vous en voyez un, en fait, vous asseyez, vous regardez, quoi. Enfin, y a pas ouais, de... parce... Mais en fait, moi, du coup, je subissais ça et moi, je râlais au début, mais non, tu vas pas mettre ça, c'est super chiant. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Et soit je vais être accaparé par parce qu'il y a à l'écran et je vais regarder, soit je vais essayer à tout prix tout faire pour me couper de cette nuisance sonore. Et au final, tu te fais happer par ces conneries et tu commences à les regarder avec. Moi, j'aime bien, ça me détend, surtout l'après-midi quand j'ai des trucs à faire, je me mets ça en fond. Voilà, j'écoute et tout, mais c'est vrai qu'en même temps, je vais bosser mes plans pour les podcasts, ou ouais, je vais écrire un truc, ou si je dois faire mes cadeaux de Noël, tu vois, je plie mes cadeaux de Noël en regardant ça me met dans l'ambiance. Enfin, mais c'est vrai que moi, quand je fais du Photoshop ou des trucs comme ça me détend. Ouais. Et puis le fait que, comme on commande beaucoup ce qu'on regarde, du coup, on peut faire en même temps, on fait des vannes. Des échanges entre vous, ouais. Ouais, voilà, et c'est ça qui est... C'est comme dans Community, quand ils font des soirées spéciales où justement ils regardent des films pourris et en fait ils font plein de blagues dessus et du coup on fait la même chose, quoi. Ouais, l'idée c'est de celui qui va deviner en premier qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ouais. Bon, souvent je me fais défoncer parce que Faye était beaucoup trop forte à ce jeu-là. J'en ai trop vu. Mais ouais, du coup ça devient une petite tradition entre nous de Noël, de mater ce genre de trucs. C'est ça, et puis quand on voit des acteurs avec des jeux, mais... super intense. Et puis c'est un peu le jeu de trouver dans quoi on l'a vu d'autres. Ouais. Parce que souvent tu vas voir une tête popée et dire mais putain lui je l'ai vu quelque part et c'est un peu le jeu je l'ai vu dans les feuilles. Ah lui il est là, il est dans là, ouais. Et du coup, si il y en a un qui sort du lot, un que vous vous souvenez particulièrement pour une raison X ou Y, que ce soit la situation ou l'éventuelle qualité du programme, est-ce qu'il y en a un qui vous fait dire celui-là je m'en souviens encore? Alors attends, il y en a plein. Si t'en as un, James, vas-y. Moi, j'ai celui que j'avais trouvé vraiment ridicule au possible. En fait, c'était une fille qui écrivait des romans d'amour et toujours en rapport avec Noël et qui partait dans un festival. Oui, on l'a vu, on l'a revu il y a pas longtemps. En fait, elle part dans un espèce c'est un week-end pour auteurs de romans d'amour. Et en fait, ils font une espèce de groupe pour s'entraider à être publiés. Et tout le gros truc de cette espèce de festival, c'est qu'il y a l'auteur qu'elle adore, qu'elle kiffe, mais dont on n'a jamais vu le visage, qui va arriver et qui va faire une conférence à ce truc. Et bien sûr, elle va tomber sur un homme un peu énigmatique qui arrête pas de lui faire des vannes. Et donc un peu le délire, on s'aime pas trop, mais au final, on va finir ensemble, c'est obligé.
Et c'était cliché au possible. C'est qui jouait la... Elle est connue là. C'était une fille rousse qu'on avait dans plein de téléfilms de Noël justement. Ouais. J'ai pas retrouvé. Et le casting était... Moi je pense ça représente... Moi ça cristallise un peu. Et c'est symptomatique de tous les téléfilms de Noël. Et en même temps, il y avait le côté comment on va réussir. Alors, parce qu'à chaque fois, ils avaient des petits exercices à la con pour écrire, parce qu'il fallait écrire à chaque fois son roman d'amour de Noël. Et comment ils arrivaient à mêler la comédie romantique et en même temps l'esprit de Noël à chaque fois pour tous les exercices. C'était ça. En fait, c'était comment écrire un téléfilm de Noël. Ouais, voilà, ouais, en gros. Ouais, il doit y avoir une liste de tropes à checker, puis allez, c'est parti, quoi. Ouais, et s'il était, il était très drôle. Ouais. Et toi, alors, Faye, moi, t'en as un que je me rappelle, ouais, j'en ai retrouvé un que j'avais revu. Alors, c'est une fille, elle arrive dans un village parce qu'elle a hérité d'un truc de sa grand-mère. Et en fait, elle avait un truc dans ce village qui s'appelait le village de Noël. Ah oui. Et donc, chaque année, les gens, ils pouvaient visiter ça et tout. Et le truc est en perte de vitesse. Et au début, elle veut le vendre. Mais finalement, au contact des gens, elle arrive à se rappeler à ce qu'elle aimait quand elle était petite, quand elle venait chez elle et tout. Et elle retape tout le village de Noël. Elle aide les commerçants et tout ça. Et finalement, elle décide de pas vouloir vendre. Et quand elle dit ça, le gars qui voulait vendre, il dit « Oh bah non, c'est trop tard, je vais le garder, gna 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 ». Donc elle déprime. Et finalement, il y a tout le monde qui l'aide. Et puis il y a le miracle de Noël. Elle arrive à garder son village de Noël. Et puis elle a trouvé un gars qui l'a aidé. Donc elle est tombée amoureuse, bien sûr, prenant ça. Mais c'est vraiment... alors. Voilà, et pendant tout le téléfilm, c'est vraiment tout concentré de genre, mais pourquoi Noël c'est formidable? Pourquoi il faut absolument que les gosses ils aient ce village avec cette magie, avec les rennes, avec les sapins et tout, et c'est vraiment... Il y a le poncif, qu'il y a dans plein de films de Noël aussi. Au début, elle est avec un mec qui est très carriériste et qui est un connard, et donc dès le début tu vois, mais en fait ils sont pas faits pour être ensemble, parce que lui est un connard qui pense qu'à sa gueule, et elle est très gentille, généreuse et tout. Ouais. Et elle va tomber sur un mec qui lui correspond tellement mieux. Et au final, le mec avec qui elle est au début va s'avérer être un connard égocentrique. Et elle va le laisser tomber. Elle va le laisser tomber pour l'autre. Et finalement, ils vont se marier. Alors, ils vont se marier à Noël en plus. Ouais. Ah oui, ça j'adore. Ça fait genre 2 jours qu'ils se rencontrent. Mais c'est pas grave, on se marie direct à Noël, quoi. Ça, c'est la magie, mais. C'est tellement puissant comme amour que c'est forcé que ça va durer et que ça va bien se passer. C'est clair. Il y a aussi, on a oublié de citer les amnésiques de Noël. Ah, oui. Il y a beaucoup de téléfilms avec des amnésiques de Noël. Et donc, bien sûr, il tombe amoureux d'une fille qui s'occupe d'eux. Et à la fin, elle dit « Oh, mais est-ce qu'il m'aime parce qu'il est amnésique? Ou est-ce que s'il a retrouvé sa mémoire, il va m'aimer quand même ?» Et bien sûr, ils finissent ensemble. C'est beau. Généralement, on montre pas la deuxième partie du téléfilm où 6 mois plus tard, ils décident de divorcer parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Ouais, j'aimerais bien voir la suite. C'est genre pour Halloween, ils sont trop tuants. Ben voilà, je suis sûr qu'il y aura un public pour ça en plus. Mais le pire, c'est que des fois, t'as les gosses dans ces téléfilms. Souvent, je dis à James, mais eux, c'est des futurs serial killers, quoi. Parce qu'ils ont des têtes et des sourires, mais des fois, c'est limite creepy, quoi. Enfin, ça fait peur, quoi. Mais c'est là qu'ils font leur casting, hein, je pense. C'est le vivier pour les directeurs de casting. Je pense. Ça se trouve, il y a peut-être le Joker, il a participé à un téléfilm de Noël. L'origin story. Ok, écoute, je pense qu'on a bien lancé le programme un peu spécial de ce numéro avec vous. Je vous remercie. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Merci à toi. C'est très bien les téléfilms de Noël, il faut regarder. Ouais, regardez TMC le lundi après-midi, vous tomberez sur des trucs merveilleux. Surtout s'il y a celui avec Riley où il fait un militaire qui doit partir pour Noël à la guerre, mais que finalement il revient parce que c'est le miracle de Noël. Voilà. Et le pauvre, il a même pas droit à son nom d'acteur, enfin son vrai nom. C'est Riley. C'est Riley jusqu'au bout, d'accord. Ouais, je suis navré pour lui, mais bon, en même temps, hein, voilà, c'est comme ça. Vous voulez peut-être rappeler vos nombreuses activités, où est-ce qu'on vous retrouve ? Ouais, tu veux que je le fasse ? Ouais. Alors, vous pouvez nous retrouver dans plein d'émissions super. Donc déjà, dans Comics Discovery, tous les lundis. Tous les lundis en direct sur notre chaîne YouTube et sur Radio Campus Montpellier. Voilà. Et on vous parle on parle de comics, simplement. Ouais. Ensuite, tous les 15 jours, il y a série où là on vous parle de séries télé, donc on parle de séries récentes ou pas. On a eu la chance de recevoir César pour Battlestar Galactica. En plus en bonne compagnie, avec Riley encore. En plus, tu vois. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Et puis on a aussi, on a aussi notre flux James et Faye où là c'est des émissions
Là, pour l'instant, on a proposé le calendrier de l'Avent et on a mis le pilote d'une nouvelle émission qui s'appelle Raiders of the Pop Culture. Voilà, qui seront des interviews de personnes pour qui la pop culture a une grosse influence dans leur vie. Et on essaie un peu de voir leur parcours et de discuter avec eux. Et puis, on a sûrement d'autres projets qui vont arriver. Ouais. Voilà. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi de temps en temps maintenant dans It is the Podcast que j'ai rejoint récemment. Donc voilà, c'est sur les années 80. On parle de pop culture, pareil, mais dans les années 80. Je sais pas comment vous arrivez à faire tout ça. Chapeau. Merci. Et en termes de réseaux sociaux, tout ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, si vous voulez avoir le concentré de nos activités, sur Facebook, vous tapez James Fay, et sur Twitter, maintenant, vous tapez aussi James Fay. Vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir à ces adresses-là, ce sera le plus simple. Et ben voilà qui est dit. Encore une fois, je vous remercie de votre présence à ce numéro un peu spécial. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et moi donc. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente année. Et puis, à très bientôt. Pareil, bonne fête et bonne année et tous les projets qui marchent bien. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Bonjour Arnold. Salut César. Comment ça va ? Eh bien écoute, très bien, bonne année à toi. Mais tout pareil mon grand. Et toi, c'était l'un des seuls de cet épisode un peu spécial à être venu face à moi. Puis, les gens te connaissent un petit peu. Oui, puis j'aime bien pas faire comme tout le monde, ça fait chier le populo. Et pour autant, tu vas quand même te présenter en quelques mots et dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je m'appelle Arnold, je suis entre autres choses traducteur littéraire. Je gère la page de la Grande Entrée sur Facebook et YouTube, qui est consacrée au cinéma et à la littérature fantastique parce que c'est mon dada. Et je suis également chanteur dans des groupes de rock qui font beaucoup de bruit. Tels que Nemost, qui font du death mélodique, si ça parle à des gens, et Not Bad, qui est un projet de rock metal alternatif pop culturesque, spooky et rigolo. Voilà. Et qui est le tout dernier bébé. Tout dernier bébé, le 9 février, La Boule Noire avec Dead Bones Bunny. Passez nous voir, bisous. Et c'est toujours bien de répéter un peu les choses, parce que pour peu qu'il y ait des gens qui écoutent cet épisode dans le tout premier, on sait jamais. Bon, c'est un épisode un peu spécial, mais voilà, comme ça les présentations sont faites. Souvent c'est long avec moi en plus. Non, regarde, on a fait quoi ? Et toi, t'es venu nous parler d'un jeu vidéo qui n'est autre que Medieval. Absolument. Un sujet peut-être pas aussi obscur que les autres qu'on va évoquer, mais qui mérite effectivement qu'on se penche dessus, parce que grande gloire de la toute première PlayStation, mine de rien. Absolument. Je sais que c'est pas tout à fait aussi obscur que le reste. J'étais parti pour chercher un truc spécifique de Noël parce que c'était un petit peu le but de départ ou en rapport avec l'hiver, et j'ai beau retourner ma hotte, j'ai pas trouvé énormément de trucs qui me parlent, mais Medieval, ça s'est imposé à moi assez vite déjà, parce que j'ai vu que dans les listes que tes chers convives et qu'on salue avaient proposé, il n'y avait pas beaucoup de jeux vidéo. Je me suis dit c'était l'occasion d'en parler un peu parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusque là. Et Medieval, ça s'est imposé parce que c'était par rapport à l'hiver, l'automne, cette période de saison un peu morne et froide, c'est souvent l'occasion de se retrouver seul face à face avec sa console de jeu. Et vu l'ambiance du jeu, c'était plutôt raccord avec la saison, donc ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc Medieval, oui. Medieval, pas si grosse référence que ça. Je pense pas que ce soit le jeu que les gens ont le plus cité quand on leur parle de leur amour du rétro gaming. Pour la PlayStation, tout le monde va citer Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, les Resident Evil et tous ces trucs-là. Que de remakes aujourd'hui. Attends, mais j'ai des bêtises, mais il y a eu un remake aussi de ça récemment, de Medieval. De Medieval, absolument. Récemment, il date d'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, sur PSP. Non, je crois qu'il y a eu un truc sur PlayStation 4. Ah oui, mais alors justement, c'est pour ça que c'est aussi d'actualité, mon sujet est d'actualité, puisqu'il y a un remake qui effectivement va sortir en 2019. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, Il va sortir. Il va sortir en 2019. Manifestement, c'est un remake de l'épisode original. C'est pas une suite. Et ça devait être juste un reboot HD. Finalement, non, c'est refonte complète.
du jeu original, et ça va être vraiment très très beau de ce que j'ai vu. D'accord, j'avais cru comprendre que moi ça avait été juste un petit remake vite fait, bien fait, mais en fait non, si ça a les honneurs pareils, c'est très bien. La bande-annonce qu'ils ont sortie juste avant les fêtes, en tout cas, oui, montre clairement que c'est le jeu qui est entièrement fait. Si y a eu une petite hype il y a quelques années, parce qu'un fan avait fait sous Engine 4 un fan-made, un trailer fan-made d'un Medieval reboot, quoi, qui était super impressionnant, mais on était tous dégoûtés parce que c'était complètement un truc de fan, quoi, un gros fan-made. Et là, ce que Sony est en train de préparer, c'est plus beau encore que le truc sous Engine 4, quoi. C'est vraiment très classe, ça a l'air d'être super nerveux au niveau des combats pour un jeu en 3D, hein, pour un bête jeu d'aventure en 3D. Ça a l'air d'être assez nerveux, très très beau, entièrement mis à jour. Moi j'ai hâte de l'essayer, je pense que c'est un truc que j'attends le plus de 2019 sur ma console. Tu vois, je savais pas que ce truc, je pensais que c'était une petite sortie déjà passée. Alors est-ce que ce sera en jeu physique ou uniquement en téléchargement? Pour l'instant je crois pas, et je crois que Sony ne savent pas non plus. Bon, on verra bien. Mais du coup l'original, alors quelle importance il a pour toi? On va peut-être commencer par dire ce que c'est. Je peux présenter, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout de quoi il s'agit. Alors c'est un jeu d'aventure 3D réalisé pour Sony pour la PlayStation 3. C'est un jeu d'aventure qui... PlayStation 1. PlayStation 1, excuse-moi, j'ai tellement hâte de jouer sur PlayStation 4 déjà, j'arrive pas. C'est un jeu d'aventure où tu incarnes un personnage qui s'appelle Sir Dan Fortesque dans un monde entre la fantasy et le conte macabre. Dans un monde qui s'appelle Galomère. Il y a eu une traduction française qui était dégueulasse pour le remake, mais je ne me rappelle plus. Et donc on incarne ce personnage qui a la drôle de particularité d'être mort. Il s'agit d'un squelette qui a été ranimé par un sorcier qui s'appelle Zarok, qui a essayé de s'emparer de Galomère il y a plusieurs siècles de ça. Et Dan Fortesque l'en a empêché à l'époque avec toute son armée. Zarok revient, il ramène les morts à la vie pour s'emparer de Galomère, et du coup ça compte Sir Dan Fortesque parmi les rangs des morts vivants. Et on se rend compte qu'en fait Dan Fortesque n'a absolument pas éliminé Zarok à l'époque, c'est une légende complètement usurpée, parce qu'il est mort avec la première vague d'assaut en se prenant un carreau de flèche dans l'œil. Donc quand Dan Fortesque commence le jeu, c'est un squelette dans une armure avec un œil en moins, et surtout la mâchoire en moins, ce qui fait que le personnage en fait ne peut pas parler, ou alors c'est que des borborigmes, genre... donc tout est sous-titré dans le jeu, c'est super drôle. C'est assez limite mais c'est drôle. Et ça se passe sur plusieurs niveaux. Je crois pas me tromper, c'est un petit peu plus d'une vingtaine de niveaux, entre 20 et 25 niveaux, où on parcourt Galomère en affrontant diverses créatures, un bestiaire absolument ouf qui va du bête zombie à la meute de loups, à des épouvantails animés par la magie, à des potirons, plein de saloperies, enfin tout un univers très proche de Tim Burton et je m'attendais à ce que tu sortes ce nom un peu plus tôt. J'affectionne évidemment, mais les références dans le jeu sont tellement évidentes, enfin ne serait-ce que le squelette, parce que Dan Fortesque qui est un dérivé de Jack Skellington, c'est assez évident. Et le jeu m'a marqué pour pas mal d'éléments, notamment pour ses références un peu macabres que j'aime bien, mais toujours un peu l'ambiance Halloween un peu rigolote. C'est très cartoony, quand très même. Très cartoony, mais dans le bon sens. C'est pas cheap. La bande originale est magnifique. Là, on est très proche de Danny Elfman aussi, mais elle se dérive sur énormément de supports depuis 10 ans pour le premier remake qui est sorti sur PSP qui s'appelait Medieval Resurrection. C'est celui que j'avais fait, moi. Toute la bande originale est refaite par l'Orchestre Philharmonique de Prague, ce qui est quand même pas dégueulasse, et le rendu est juste... Moi j'attends qu'une chose, c'est de le voir vraiment définitivement en live un jour, ce truc-là, peut-être que pour le remake en 2019. Mais voilà, il y a énormément de choses dans ce jeu qui m'ont beaucoup marqué. C'est un peu lugubre, c'est un peu marrant, c'est très fun à jouer. C'est pas toujours facile. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est un hack and slash en gros. C'est un hack and slash avec des petites phases de plateforme, parce que un squelette, tu peux pas nager, ça c'est un des trucs les plus chiants du jeu. Tu tombes, squelette en armure en plus, donc autant dire que c'est foutu pour lui. Ça me fait beaucoup penser à, il y a pas du tout le même type de gameplay que dans ce jeu-là, mais ça me fait pas mal penser à Ghost and Ghouls et Ghost and Goblin. Ah ouais. Dans cette ambiance un peu justement, dis, ouais. un peu macabre. Tout, je pense que c'est une des influences des mecs. Oui, et très moyenâgeuse, très moyenâgeuse, très fantasy, tout ça. Et il y a toujours une petite touche d'humour dans le truc, en plus du côté cartoony. Il y a toujours une petite touche d'humour un peu décalée. Pas systématiquement, et ça se voit surtout dans le remake, où ils ont poussé le truc très très loin, avec énormément de références méta, des petits anachronismes, ils sont vraiment allés à fond là-dessus.
J'aime bien le remake, mais je préfère largement l'original et sa suite, puisque 3 ans après l'original de la PlayStation qui est sorti en 98, si je me gourre pas, en 2000, il y a eu un Medieval 2. C'est ça, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux, c'est ça. Bravo, non, mais cet homme est tellement préparé. Et qui se passe dans la Londres victorienne, donc avec tous les... Et c'est avec le même personnage ? Avec le même personnage. Donc il y a un personnage, j'ai pas beaucoup joué au 2, je l'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, où il y a un personnage de Lord très proche de Alistair Crowley et ces personnages un peu sinistres qui faisaient de l'ésotérisme à cette époque-là, qui trouve le grimoire de Zarok, après qu'il ait été vaincu à la fin du premier, et qui décide de se servir de tous ses sorts, et il met un peu la merde dans Londres au 19e siècle. Quoi. Donc en fait, le premier Medieval se passe dans notre monde, en fait. Alors c'est assez marrant, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... d'informations géographiques. Il n'y a pas d'informations géographiques Galomère, un pur royaume de fantasy, il n'y a pas vraiment de référence à quelque chose qui vivrait dans notre monde à nous. Mais dans le 2, effectivement, on est en pleine Londres victorienne, dans un monde beaucoup plus palpable et proche du nôtre, qui reste cartoony, qui a été traité vraiment sous l'angle de la blague, mais où on est beaucoup plus proche d'un truc. D'ailleurs, pour rester sur le côté réaliste, Dan Fortes qui arrive à parler dans le deuxième. Il a toujours pas de mâchoire, mais on comprend un petit peu plus ce qu'il dit. D'accord. C'est l'habitude au bout d'un moment. Je ne me rappelle plus le nom de ce comédien qui fait sa voix d'ailleurs, mais c'est le mec qui fait la voix de Kevin Costner d'ailleurs. Qui le fait. Il a dû beaucoup s'amuser. Et qui est très chouette, qui est un petit jeu un peu sous-estimé, le deuxième, il est un peu plus obscur entre guillemets que le premier, mais il a ses petites phases avec ses références à la famille Adams, à Jack l'Éventreur, énormément de trucs qui Maintenant que tu as dit la voix de Kevin Costner, il faut que je la retrouve aussi, parce que je la vois très bien, et il a fait un putain de boulot sur Soul River. C'était le même. Soul River, oui, il faisait la voix de Raziel. C'est la même époque. Alors, Medieval, Legacy of Kain, ça fait partie des jeux que j'ai préférés de cette période, avec tout ce côté fantasy très dark. Legacy of Kain, ça mériterait un épisode complet. Oui, d'ailleurs, je te l'avais proposé. Finalement, on s'est dit que Medieval, ce serait peut-être un petit peu plus obscur, mais oui, je reviens pour Legacy of Kain. C'est ce que je t'ai dit. On fera carrément un gros épisode pour parler surtout le premier. Moi j'aime bien Soul River, mais bon, passons. Medieval, donc, et en quoi c'était impactant pour toi, pour le jeune toi de l'époque? Pour le jeune moi de l'époque, déjà l'imagerie burtonienne. Déjà l'imagerie burtonienne, un peu l'imagerie héritée de la fantasy, de bande dessinée que je lisais à l'époque. J'étais déjà un gros bédévore. À l'époque, j'étais méga fan des trucs comme les Chroniques de la Lune Noire, Percevan. Je suis venu à la bande dessinée de fantasy avant Tolkien, donc voilà, quoi, c'était important pour moi. Donc le côté bulle, personnage un peu déforme et tout ça, donc j'aimais bien. Et oui, tout le côté macabre qui allait avec, l'humour, le système de jeu qui est assez accessible, les musiques, tout ce que j'ai cité avant, l'ensemble du truc offrait un produit qui était plutôt inédit, parce qu'il n'y a pas des masses de jeux qui ressemblaient à ça. Déjà cet ensemble à l'époque, tu as été conscient de la qualité globale du jeu, complètement. Parce que moi je me souviens. C'est pas seul d'ailleurs, parce que Console Plus, Player One, enfin tous ces magazines auxquels on était abonné à l'époque disaient que le jeu était génial, quoi. Je sais qu'il plaisait beaucoup à Georges Grouard aussi, Jay qui avait fondé RPG Magazine et qui avait fait pas mal d'articles sur le truc, et qui écrit pour Sword Edition maintenant sur Kingdom Hearts et des trucs comme ça. Et il kiffait le jeu, et en l'occurrence c'était un des seuls mecs qui avait consacré des articles complets au jeu, mais tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un super jeu d'aventure, très jouable, très sympa. Et, le seul truc qui pouvait y ressembler un petit peu à l'époque, c'était Spyro le Dragon. C'est marrant, j'aurais pas cité ça. Je suis passé un peu à côté. Maintenant que tu dis, je vois le truc, mais pas forcément dans l'univers exploré. Bon, il y a le côté fantasy un peu cartoon et tout, mais plutôt dans le culte qu'il a développé. Il y a énormément de gens qui reviennent encore me parler aujourd'hui de Spyro le Dragon. Moi, je suis passé à côté. Mais c'est aussi un jeu qui a connu son remake très récent. J'appellerais ça du culte moyen. Je sais pas si c'est un terme très logique, mais... Non, mais dans les deux cas, effectivement, on a... Enfin, déjà, moi, pour replacer le contexte, faut vous dire que la PlayStation 1, c'était pas la montagne de jeux auxquels on a le droit actuellement sur le marché. Donc, t'avais vraiment un ou deux gros jeux par mois à l'époque, tu vois, qui faisaient vraiment la une de la presse de papier qu'on lisait à l'époque, les consoles plus, les Player One, tu les as cités. Et celui-là, j'ai pas l'impression qu'il a été au premier plan,
mais que pour l'époque il était quand même visible et apprécié pour les qualités que t'as citées. Moi je sais que comme je disais tout à l'heure, j'ai surtout joué à la version PSP quand j'ai craqué ma PSP comme tout le monde, mais sur la PS1 je sais que moi je venais d'en avoir une peu de temps avant pour FF7 et je l'ai vu passer et je dis non, il y a plus important, et je pense que plein de gens ont fait le même constat, c'est qu'il y avait quand t'achètes une console, t'as forcément beaucoup de jeux à se faire dessus, et que celui-là peut facilement être un oublié dans cette situation-là, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Il est sorti, je crois en plus il est sorti à une période où il n'y avait pas non plus des sorties massives, 98, si encore je me gourre pas sur l'année de sortie. Il n'y a pas de... C'est pas l'année des gros hits. Final Fantasy 7, qui était le gros hit, datait de l'année d'avant, ouais. Je crois que Resident Evil 2 est sorti la même année. Peut-être. Oui, parce que là, ils font le remake. Là, je pense que c'est pour les 20 ans. Donc, si ça se trouve, c'est pour les 20 ans. Donc, 30 20 ans. Ouais, ne vieillit pas tout de suite, on n'y est pas encore. Et oui, il y a Resident Evil, mais Resident Evil 2 est sorti après, je crois. Donc, grosse année pour ce genre d'univers un petit peu horrifique. C'est 2 jeux que j'ai encore, d'ailleurs, dans leur version d'origine. Et je me surprends à attendre impatiemment les 2 remakes, alors que je suis potentiellement plutôt contre le principe de remake. Il me semble qu'on en avait parlé pour Final Fantasy VII. Notamment, ouais. Et qui tarde encore à venir, d'ailleurs. Donc c'est peut-être qu'il y a des projets qui sont plus... comme quoi, c'est peut-être plus facile de refaire un jeu pas complètement culte et de lui offrir une nouvelle vie, plutôt que d'essayer de s'évertuer à refaire des toiles de maître. Ouais, et là, pour le coup, il y a peut-être des gens qui justement, dont qui connaissaient vaguement à l'époque sans s'y être testés, qui pourront peut-être découvrir, et surtout une nouvelle génération de joueurs, quoi. Absolument. Mais et du coup, t'as sorti ce jeu-là assez rapidement après qu'on a évoqué Legacy of Kain. C'est un truc auquel tu repenses régulièrement Medieval ou Legacy of Kain? Medieval. Tous les jours. Comme l'idée. Vraiment? Oui, j'y repense assez souvent. Ouais, carrément, ça revient. Avec des gens comme toi et moi, c'est difficile de pas reparler de la nostalgie de nos vieilles années de consoles vidéo ou de télévision et de tout ce qui nous a fait kiffer. Et moi, c'est un jeu qui revient assez souvent. C'est pas celui qui réveille le plus d'enthousiasme quand j'en parle auprès des gens, pas plus qu'un Resident Evil ou quoi qu'est-ce. Mais au moins, c'est un jeu sur lequel on va pas me reprendre en me disant c'est fou ce que ça vieillit. Tu sais, je suis assez hermétique aux trucs qui vieillissent. Je peux encore jouer Final Fantasy VII en l'état. Mais oui, j'y reviens très souvent, et les musiques sont souvent sur ma playlist. Je reviens très souvent à la musique, mais il faut écouter cette BO, elle est magnifique. Elle me fait beaucoup penser à ce qui s'est fait sur Dark Crystal et des trucs comme ça. Enfin, une très belle bande originale. Donc oui, c'est quelque chose qui m'accompagne assez souvent, un peu partout. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un remake annoncé aussi vite, parce que c'est une galère depuis des années, les mecs qui espéraient un remake du truc, parce qu'il a été promis, repoussé. Sony a plusieurs fois prétendu qu'ils en avaient rien à foutre, que c'était pas une licence d'importance, donc eux-mêmes l'ont dit. Finalement, ça revient. Donc oui, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Moi, j'ai pas fini d'emmerder le monde avec cette saga de jeu, et j'espère que si un nouveau public le redécouvre et lui accorde la chance qu'il mérite, peut-être qu'il y aura des suites, d'autres adaptations, un univers étendu, qui sait. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Je pense que c'est une des sagas les plus mal exploitées de l'histoire du jeu vidéo. Il y avait possibilité de faire plein de trucs autour de ce truc-là. C'est comme l'Odyssée d'Abe, ça a implosé en vol. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est pas fait. Puis... Toute une génération perdue. Mais voilà. Écoute, on va voir ce qu'il en est dans les prochains temps. Cela dit, si ça sort en 2019. Oui. Donc, écoute, je te remercie. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais oui, voilà. Donc, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. Si vous pouvez le choper sur PlayStation Store, je pense qu'il existe. Il y a des chances. En attendant que le remake se fasse. Puis, allez voir les trailers. Vous allez probablement avoir des belles surprises. C'est un jeu pour l'hiver. Un peu froid, mais un peu sympa. Un peu cocon. Un jeu cocon, j'appellerais ça comme ça. Jeu cocon. Allez, voilà, c'est parti. Ça va rester. Je te remercie, Arnold. Merci à toi, César. Et puis on se revoit bientôt ce micro. Et... Tu m'appelles, je sais où la porte. Et je crois que c'est le 9 février, c'est ça, le prochain concert. Voilà, le prochain concert, le premier concert de Not Bad, un groupe de spooky metal avec beaucoup d'animation sur scène, un vrai spectacle vivant avec nos amis de Dead Bones Bunny. Viens-y, ça va être cool. Et c'est à la Boule Noire. À la Boule Noire, le 9 février. Eh ben écoute, merci, moi j'y serai. Et puis gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.
bass guitar, or your sister could turn into a bat. Christmas time brings the snow, summertime brings the sun, but on Halloween your blood begins to run. Something spooky is going down. Coucou Yasmina. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va toujours. Écoute, là, t'es la dernière à passer sur le grill. Oui, c'est ça. Je sais pas encore dans quel ordre je vais diffuser les gens, mais le merci meilleur d'être pour la fin. Je sais pas. Merde, maintenant je suis plus ou moins obligé de le faire. C'est ça. Ok, bon, je verrai ça. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, bien. T'as passé de bonnes fêtes? Oui, très bonne. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Tu as la peau du ventre bien tendue? Exactement. Okay. Tu connais cette expression? Oui, sauf que moi je dis j'ai le ventre bien dodu. Ok, c'est le remix 2019, très bien. Toi, t'es venu avec un sujet un peu transmédia, on va dire. C'est ça, exactement. Alors, assez riche parce que je vais parler de The Worst Witch, donc la pire sorcière, on va dire en traduisant, qui en VF était Amandine Malabule, donc absolument rien à voir, et en fait que j'ai découvert très très jeune, vraiment, via des VHS, et c'était un téléfilm qui date de 86, des années 80, donc c'était bien avant que je naisse en plus. Et en fait, je me suis rendu compte que J.K. Rowling avait tout piqué à The Worst Witch. Enfin, pas tout, parce qu'il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, hein, où elle a bien pioché. J'aime beaucoup Harry Potter, mais bon, il faut admettre certaines choses. Donc, c'est l'adaptation d'une œuvre qui est Jill Murphy, si je ne dis pas de bêtises, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les œuvres écrites, seulement les différentes adaptations. Et c'est ma Madeleine de Proust à moi. Et dans quelles conditions t'as découvert ça? Tu disais en VHS tout à l'heure? Oui, en cassette vidéo. Je crois que c'était enregistré par mes grandes sœurs qui sont plus âgées que moi. Donc moi, je regardais ça avec elles. Et ouais, effectivement, je pensais que c'était assez connu. Parce que ça m'a vraiment accompagnée toute mon enfance. Et j'ai découvert il y a quelques années que ça n'était pas si connu que ça. Bah, comme je te disais tout à l'heure en off, le seul sujet de ceux qu'on évoque là dans ces émissions un peu spéciales, le seul sujet que je connaissais c'était celui d'Arnold, donc le tien comme celui des autres. Bah, voilà. Donc, et ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune sorcière qui s'appelle alors Mildred, ouais c'est ça, Mildred Hubble. En français c'est Amandine Malabule, mais je crois que c'est dans l'adaptation série. Enfin c'est très très confus comme film. Qui est une jeune sorcière dans une école de sorcières, pas de sorciers, donc uniquement des femmes. Elle a son petit chat, elle a son balai, elle est très maladroite. C'est aussi de ça qu'évoque le téléfilm. Forcément, comme n'importe quel héros ou héroïne, elle a son ennemi. Donc, elle a son Malfoy à elle, c'est ça? Exactement, donc qu'on peut comparer à Drago Malfoy complètement, qui s'appelle Ethel Hallow. Enfin, voilà. Elle est blonde? Elle est blonde, bah ouais. Voilà, c'est ça, c'est Drago Malfoy. Elle est blonde, c'est une peste, voilà, elle, tout lui réussit, etc. Et donc, dans ce téléfilm, on commence par la suivre, qui, elle fait plein de bêtises. Ça commence par un cours de potions. Donc, elle a fini par devenir invisible au lieu de réussir à faire une potion qui est censée faire rire. Donc ça commence comme ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va un petit peu plus loin parce qu'on apprend que la sœur de la directrice, en fait, est une méchante. Donc elle va vouloir transformer tout le monde en grenouille ou crapaud, je sais plus. Mais Mildred, grâce à Mildred, finalement, ce sera pas le cas parce qu'elle aura sauvé l'école. Elle fait sa Nancy Drew de l'école de magie, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc à la fin de l'histoire, Mildred, heureusement, a sauvé l'école. Donc tout le monde lui pardonne ses maladresses et elle est contente. Et ça, c'est un truc que tu avais uniquement en cassette vidéo, que tu regardais régulièrement ou... Oui, que je regardais régulièrement et que j'ai fini par rechercher à nouveau sur Internet en me disant j'aimerais bien le revoir et je l'ai trouvé qu'en VO. C'était quand cette tentative de recherche là C'était il y a 3-4 ans, je crois. Et aussi, pour préparer le sujet, je l'ai recherché à nouveau, je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai retrouvé seulement en VO. Et moi, je voulais vraiment revoir la VF parce que je l'ai connue en VF. Sauf qu'en VO, j'ai découvert certaines choses, et notamment que le générique du début était chanté par les fans de Doctor Who peut-être connaîtront Bonnie Langford, qui jouait Mel dans les classiques.
Ah ouais, non. Oui, D'accord. Bon. Je suis fan de Doctor Who, comme tu le sais, mais les classiques, non, j'ai pas de... J'en ai vu avec elle, et elle a une voix insupportable. Insupportable. Et la chanson, pareil, hein, c'est une voix très aiguë, très... voilà, qui fait... Donc j'ai trouvé l'anecdote rigolote, parce que je déteste sa voix. Et puis par la suite, il y a eu donc des adaptations. Déjà, les diffusions étaient sur Canal J. Donc j'ai compris ensuite pourquoi c'était si peu connu. Ça a été diffusé sur Canal J dans les années 90, rediffusé à de nombreuses reprises. Une autre adaptation que celle du film, c'est ça? Oui, c'est ça, les deux. Le téléfilm a été diffusé sur Canal J. D'accord. Et ensuite, une autre adaptation qui date des années 90, qui s'appelle Amandine Malabule, cette fois en VF. Et dedans, il y avait Felicity Jones. D'accord. Qui jouait justement, elle, c'était la peste. C'était Felicity Jones, toute petite, toute jeune. Voilà, qui était l'ennemi de Amandine Malabule. Je vais googler ça dans un instant juste pour voir la tronche qu'elle avait. Elle était toute... Elle avait la même tête, hein, vraiment le même visage. C'est assez drôle. Et c'était le même principe, école de sorcières, sauf que entre temps il y avait eu un certain Harry Potter qui avait un petit peu volé la vedette, hein, parce que c'est aussi d'origine britannique. Donc Harry Potter a tout piqué. Cette pauvre Amandine n'a pas eu de chance parce que voilà. En comparaison, ça faisait le sous Harry Potter. C'est ça. Ah oui, quand on voit le télé, c'est exactement ça. Quand on voit le téléfilm, ça a très mal vieilli. Hein. Vraiment, les effets spéciaux quand elles volent sur leur balai, c'est excellent. Il y a une séquence entière de Tim Curry qui chante une chanson et puis derrière on a un montage. Faudrait la retrouver sur YouTube. C'est voilà, un vrai montage des Windows 95 et encore maintenant ça date d'avant. Donc c'est très 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 ancien, mais c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo à regarder. Moi quand je suis retombée sur des extraits, je suis redevenue une gamine quoi. Moi j'ai trouvé ça très super rigolo. C'est marrant parce que tu cites Tim Curry qui d'emblée quand tu cites son nom tu peux supposer que c'est un point fort et en fait ça suffit pas à sauver le film manifestement. Ça sauve pas le film, si tu le regardes aujourd'hui. Non, ça sauve pas le film, mais à mon avis ils ont dû se dire oh super, on va avoir Tim Curry, Rocky Horror Picture Show, ça reste décalé, c'est super, c'est décalé effectivement, mais bon ça sauve pas. Ouais, il a pas fait que des merveilles hein, non plus. Hein, non, non, il a pas fait que des belles choses, mais bon ça reste rigolo à voir. C'est un peu ça. Je crois que même à l'époque ça devait avoir mal vieilli déjà, mais c'est à voir sur YouTube. Voilà, c'est vraiment à regarder. Et t'as regardé les autres adaptations? Parce qu'en plus, là, je crois, il y a celle de la BBC dans des années 90 dont tu parlais il y a un instant. Oui, ça je l'ai vu. Je regardais à l'époque. J'avais Canal J. J'avais la chance d'avoir Canal J. T'as enchaîné les deux, donc pour toi, c'était la suite logique. Non, c'était à quelques années de différence, hein, parce que c'était fin années 90. Mais je savais pas que c'était la même chose. J'ai découvert après coup que c'était la même histoire, la même adaptation. J'étais pas du tout au courant. Je me suis juste dit c'est la mode des sorciers et des sorcières dans des écoles avec des balais et des chats. Et j'ai pas du tout cherché plus loin. Donc c'est assez drôle de voir qu'il y a eu autant d'adaptations. Ouais, parce que apparemment la dernière en date est sur Netflix. Ouais. J'ai jamais vu passer celle-là. J'ai pas encore osé. Je sais pas si je vais pouvoir tenir parce que c'est vraiment pour les enfants. C'est très 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 enfantin. C'est très classique comme histoire. Enfin voilà, à un moment, l'ennemi de Mildred se transforme en cochon, donc ça fait rire tout le monde, un peu comme Drago Malfoy qui est transformé en fouine dans Harry Potter. Donc il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. Mais non, ça reste pour les enfants, ça peut éventuellement se regarder. Mais il y a Harry Potter. Donc, ouais, après pour les tout petits, peut-être oui, que. Peut-être. Si on veut niquer la règle qui consiste à donner un écran avant 3 ans, mais il y a peut-être matière à les mettre devant. Mais et les bouquins, t'as jeté un œil ou pas du tout? Pas du tout. Non. Je sais même pas s'ils sont diffusés en France, je regarderai. Il me semble que j'ai lu quelque part que c'était sorti en France, mais assez tard. Assez tard, dans la fin des années 80 ou début années 90. Très très tard, mais je crois que ça a été traduit par Amandine Malabule également, les bouquins. Mais non, je les ai pas lus. Ouais, qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans ce programme? La magie. La magie, c'est une histoire de sorcière. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je regardais Charmed, je regardais Harry Potter, je regardais même dans Buffy, il y avait de la sorcellerie. Enfin voilà, moi j'adorais ça. Voilà, c'était une héroïne un peu maladroite, un petit peu. Voilà, c'était
les losers, on va dire, entre guillemets, mais voilà, ça j'aimais bien aussi. Loser adorable, c'est ça? Voilà, c'est ça, elle était attachante. Et puis je me suis dit, bon, on n'a pas besoin d'être super forte et super intelligente pour sauver l'école ou pour finir par être populaire. Voilà, enfin, moi plaquée, voilà, avec ma petite tête et puis toute timide et toute maladroite, moi j'aimais bien, ça me plaisait. Il y avait une galerie de personnages autres que l'héroïne et la Némésis ou Alors oui, il y avait surtout la directrice. On suivait aussi les adultes. La directrice, j'ai oublié son nom. Zut. Attends, je te dis ça tout de suite. Oui, c'est ça. C'est Miss Cackle, si je dis pas de bêtises, qui a une sœur qui s'appelle Agatha. Et donc c'est la sœur ennemie qui, elle, veut récupérer l'école. Donc on suit aussi cette histoire-là. Sauf que non, la directrice n'est pas comme Dumbledore, elle est plutôt en train de dire « Oh Mildred, t'as encore fait des bêtises, oh t'as encore fait ci, t'as encore fait ça », donc elle était pas très très sympathique jusqu'à la fin où finalement elle l'a remerciée, elle était un peu plus sympa, oui, parce que Dumbledore de toute façon on sait très bien que c'est Gandalf. Je regarde la fiche Wikipédia, j'arrive pas à mettre la main sur la série de bouquins. Il y a effectivement apparemment au moins 4 adaptations du truc. Alors non, si, attends. Alors il n'y avait pas de fiche française pour la série de bouquins qui a bien été diffusée. Ensuite, il y a eu le film de 86, la série de télé britannique de 98 et donc la dernière en date de Netflix. Donc le compte est bon. Que je n'ai pas vu, super. Ah oui, et je crois que la directrice est jouée par une actrice qui avait joué dans Chapeau melon et bottes de cuir. Mais j'ai oublié son nom. Donc je te dis ça, mais j'ai pas son nom. C'est pas Emma Pell? Je sais plus. Bon. Je sais plus. C'est la seule que je connais de Chapeau melon. C'est pour ça que moi non, tu vois, je connaissais de visage, mais alors le nom, je saurais pas dire. D'accord. En tout cas, bon, ça, encore une fois, voilà, c'est britannique, quoi. Donc forcément, il y a des têtes qu'on va revoir dans d'autres séries plus ou moins récentes. Mais ouais, voilà, c'était... j'aimais bien, voilà, ça me plaisait. C'était... je regardais ça peut-être tous les ans, une fois par an. Je me faisais le téléfilm. Ah ouais, puis, quand même, c'est devenu le rendez-vous annuel, quoi. C'était ça, c'était le rendez-vous annuel. Et j'aimais bien. Et j'ai même le souvenir de mon petit frère qui connaissait pas du tout, était beaucoup trop jeune pour avoir grandi comme ça avec ça. Et on avait regardé avec lui et puis il a dit non mais arrêtez, c'est trop nul votre truc, moi je vais regarder Harry Potter, c'est bon, c'est n'importe quoi, les effets spéciaux, enfin voilà, il était halluciné, il comprenait pas qu'on puisse regarder ça alors que ça se voyait bien qu'il y avait des fils au-dessus des balais, quoi. Et tu regardes ça sans que ça te pique trop les yeux aujourd'hui ou... Si, ça pique les yeux, mais ça me plaît quand même. Objectivement, non, c'est très mauvais. Je pense que si vous découvrez le téléfilm sans l'avoir jamais vu, c'est irregardable. Faut pas regarder ça. Seulement la séquence avec Tim Curry. Ça va peut-être servir d'ailleurs de transition musicale. Je vais regarder ça et puis merci pour le conseil musical. Merci d'être venu au micro. Eh ben de rien, c'est avec plaisir. De toute façon, on te retrouve très prochainement pour un sujet on verra quoi, je sais pas. Oui, on verra quoi, je ne sais pas encore. Tu veux peut-être dire où est-ce qu'on te retrouve, quoi tu fais, avec qui, quoi, comment. Alors, on peut me retrouver, j'espère, un jour sur Cocktail. Voilà, le podcast que je présente avec Arnaud, mais on attend toujours d'enregistrer le numéro 4 qui n'est pas encore enregistré, donc peut-être qu'un jour ça se fera. Une thématique pour celui-là ou pas? La thématique, on voulait parler manger. J'avais oublié. Mais c'était aussi à l'occasion des fêtes, donc est-ce qu'on va quand même parler manger? Peut-être. Je pense que l'après-fête continue d'indiquer la bonne direction. C'est vrai. Après, avec un bon citrate de bétaïne sous le coude pour se remettre. Exactement, mais non, mais ça va se faire, j'espère. Le seul problème, c'est que ça risque de redonner faim. C'est ça, on espère en tout cas, on va tout faire pour. En même temps, vu la profession d'Arnaud, c'est un peu l'histoire de ta vie. C'est ça, c'est toujours faim. Il suffit qu'on parle fromage et c'est bon, j'ai envie de manger. Je te montre pas ce que j'ai dans le frigo alors. Ah non. D'accord. Et sur Twitter, c'est This is Mina, si je me rappelle bien. This is Mina, ouais, sur Twitter également, où je suis pas je suis active, mais on va dire que je dis pas grand chose d'intéressant, mais si vous voulez me suivre, c'est bien aussi. Mais oui, tu fais des jeux de mots marrants et tu fais une bonne utilisation de l'image d'actualité. C'est ça.
Merci beaucoup. Merci à toi, César. À la prochaine. À la prochaine. Et on enchaîne avec David. Salut. Salut. Comment tu vas? Bah ça va très bien. C'est débile parce qu'on parle depuis 1 heure et on fait comme si on se salue pour la première fois, mais bon, c'est l'habitude. Bah, tu veux peut-être... Toi, on t'a pas eu encore dans Pas Trop Vieux, donc c'est ta première intervention, donc je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ok, bah voilà, je suis David, je fais quelques podcasts. Je fais notamment Actionneur et un autre qui s'appelle Ichi, qui est... Actionneur, donc c'est dans le titre déjà, c'est sur les films d'action et d'aventure. Et Ichi, bon, pour le moment il n'y a qu'un seul numéro et pour le moment il est en hiatus, mais ça parle du cinéma asiatique, des séries et aussi de l'animation. Voilà. Et bon, on peut préciser que tu as fait Actionneur notamment avec Thibaut qui lui est déjà venu 1 ou 2 fois, donc Thibaut Claudel, Constance aussi, on va les saluer s'ils écoutent ça. Je recommande, j'ai pas encore écouté Ichi, mais je recommande notamment Actionneur, notamment le tout premier qu'ils ont fait sur Chain Black, même si après on en parlait en off tout à l'heure, t'as fait des épisodes plus thématiques que des rétrospectives, mais l'ensemble est vraiment super cool avec des gens intéressants. Et dans le dernier épisode en date, vous pouvez entendre Fabrice qui est venu également quelques fois. Ça parlait de Gareth Evans. Exactement, et de Timo Tchajanto. Qui là je connaissais sans connaître son nom, mais du coup ça m'a permis de réviser pas mal de choses. Et du coup je te remercie d'être là par micro interposé. Et toi tu voulais me parler d'un manga. Exactement, je voulais parler de Video Girl Eye. Alors quand tu as lancé l'idée du sujet, je me suis creusé la tête pour savoir de quoi j'allais parler. Alors j'ai pensé à Jackie Chan, j'ai pensé aussi à des mangas, notamment ceux de Tsukasa Ojo. Et ça aurait été tu voulais parler à la fois de quelque chose. Tsukasa Ojo avec ce qui se passe bientôt au cinéma. Exactement. Mais je me suis rabattu en fin de compte sur Video Girl Eye pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un manga qui m'a marqué lorsque j'étais enfant. Il est sorti quand même en 94, je crois. Je regarde sur le livre. 90 Exactement. en sortie japonaise, mais 94. 94 pour l'édition française, donc chez Tomcam. Et ça raconte l'histoire d'un garçon qui est éperdument amoureux d'une fille. On est dans une romance et qui a du mal à avouer ses sentiments. C'est un garçon de 16 ans et étrangement, ou pas étrangement à vrai dire, ça résonnait avec mon propre parcours d'adolescent qui se formait et du rapport à l'autre. T'avais quel âge quand t'as découvert ça du coup? Je crois que j'avais à peu près le même âge. Ouais, donc j'imagine que la j'étais le cœur de toute cible. faite, ouais. Et ce qui était intéressant, c'était que donc il y a un élément fantastique qui est représenté par le personnage de Ai, qui est donc une fille qui va traverser l'écran de son téléviseur pour le réconforter. Et parce que ce personnage, donc Yota, va avouer ses sentiments, va être dans l'incapacité à avouer ses sentiments à Moemi, la fille qu'il aime en secret. Et elle va lui avouer que elle aime le meilleur ami de Yota. Et donc on est vraiment dans le classique même de la romance. Le triangle. Et exactement, on est dans le triangle amoureux. Sauf que le personnage de Yota, plutôt que d'être triste pour lui, il va être triste pour Moemi. Et donc il va tomber dans une errance où, un peu après le fait que Moemi ait avoué qu'elle est amoureuse de Takashi, le meilleur ami de Yota, il va tomber sur un vidéoclub qui est ouvert qu'aux gens qui ont le cœur pur. Alors bon, il y a beaucoup de clichés de romances, d'ailleurs pour tout public, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti dans le Shonen Jump, et c'est le même éditeur que Dragon Ball. Ça sortait d'ailleurs en même temps que Dragon Ball. Ouais, et on n'est pas... C'est pas un shoujo pour autant, quoi. Ah non, c'est vraiment pas un shoujo pour autant, mais il y a toute
toute une catégorie de manga qui est romantique, mais qui est à destination des garçons. Comme il y a des mangas de sport, comme il y a des mangas, voilà, il y a le Neketsu que tout le monde connaît, et notamment donc il y a les œuvres de Mitsuru Adachi qui mêlent à la fois récit sportif et romance. Tu peux donner un exemple parce que là je l'ai pas sauté. Théo, la batte de la victoire, pour ceux qui avaient à l'époque la 5e. Donc ça, c'est un personnage. J'adore cet auteur. J'aurais d'ailleurs pu en parler, mais il dessine avec des personnages qui sont très caractéristiques, avec des oreilles en forme de anse. Et c'est toujours hyper intelligent, hyper bien construit au niveau des personnages et tout ça. Mais bon, je vais revenir sur Video Girl. Et donc il va louer une cassette vidéo avec une fille dessus, et cette fille, un peu comme Sadako dans The Ring, elle va traverser l'écran et elle est là pour le réconforter. Voilà, elle a de meilleures intentions, elle, quand même. Oui, c'est ça, elle a de meilleures intentions. Et elle va être là pour l'aider à voilà, le réconforter et à aller de l'avant. Sauf que au début du manga, on se rend compte qu'il a fait tomber son magnétoscope, et donc le magnétoscope est cassé, et donc ça va altérer la personnalité de Ai. Elle était le symbole, elle était d'une certaine manière un archétype de féminin avec des gros seins et ainsi de suite. Sa poitrine va se réduire, elle va devenir un peu garçon manqué. On nous place, et quand j'étais adolescent c'était vrai, et je pense qu'aujourd'hui encore, quand t'es adulte, t'es placé face à des idéaux féminins qui sont martelés. Et la réalité, évidemment, les personnes sont beaucoup plus différentes. Elles sont moins photoshopées que les images dont on nous rabat perpétuellement les yeux. Et donc, pour moi, c'était aussi ça. C'est-à-dire que ça m'a aidé dans ma construction du rapport à l'autre. Mais je pense que ça correspondait, en tout cas, peut-être le besoin de diversité, d'ouverture à l'autre, et de casser peut-être des idées préconçues en m'en présentant d'autres. C'est marrant parce que la manière dont tu le présentes, ça me paraît beaucoup plus intelligent que l'image que j'en avais moi. Moi, je me souviens que ce manga-là, je l'ai découvert dans les dernières pages de Player One, à l'époque où il te parlait de culture manga. Et je me souviens que du coup, c'était à la sortie du premier tome, et où tu voyais des planches, effectivement, et tu avais le cliché de la nénette sexy. Mais sur ça a ce côté, j'allais dire, gentiment sexy. Alors après, le manga a poussé plus loin, mais il y a un côté un peu érotique dedans, dans la représentation du corps. Mais déjà, donc, ça correspond aussi à... Ça aborde, d'une certaine manière, par rapport à notre culture où il y a un espèce de tabou sur le... C'est soit tout caché, soit tout montré. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, oui, le personnage, tu vois, on va le voir parfois nu. Et parfois, notamment, tu vois, sur le fait qu'elle ait perdu sa poitrine, elle va lui montrer, en disant, mais regarde ce que t'as fait de moi, à cause de toi. Mais tu vois, c'est pas sexy, c'est pas racoleur. Ce qui est déjà beaucoup demandé à un auteur japonais. Oui, alors qu'en plus, plus tard, lui, il va être dans Zetman et ainsi de suite. C'est quand même quelqu'un qui est assez racoleur dans ses autres mangas. Mais là, je trouve qu'il y a une distance. Il explique le désir masculin, le désir d'un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire le désir pour une femme, mais il montre aussi un idéal amoureux. Et je sais que j'ai été marqué notamment dans le tome 3. Donc, on apprend que Ai, à cause du magnétoscope cassé, est altérée, et que, d'une certaine manière, elle devait vivre 3 mois auprès d'Yota, et ça va pas être possible. Et lui va être obligé, donc elle va être ravalée dans la vidéo, elle va retourner dans son monde virtuel, et lui va traverser l'écran pour aller la chercher. Parce qu'il va se rendre compte qu'il finit par tomber amoureux de cette fille. Parce que elle lui sert de béquille, elle va le pousser à avouer son amour et à grandir au-delà de ses propres peurs, au-delà de ses propres freins, de sa timidité. Elle va le pousser à avouer son amour pour Moemi, mais lui, il va se rendre compte que
petit à petit, il va tomber amoureux d'elle et elle aussi va se rendre compte qu'elle tombe amoureuse de Yota. Et dans le 3e volume, il va se rendre dans ce monde virtuel alors qu'elle elle est déjà de retour. Et il y a un escalier, et cet escalier, donc le monde virtuel, est à l'image de ce qu'il se fait de l'amour. Et cet escalier est en verre. C'est-à-dire que c'est à la fois solide et fragile. Et il va monter ces marches en s'égratignant les pieds, en ayant des éclats de verre dans les pieds. Et on est proche vraiment du Niketsu dans un Seiya, c'est-à-dire le fait de dépasser ses propres angoisses et d'aller de l'avant. Et je trouvais cette image très très forte de dépassement de soi, d'assumer ses sentiments et d'aller de l'avant. Et donc voilà, c'est très très romantique, c'est très très grandiose. Après, évidemment, ça dure sur 13 tomes, donc l'auteur Masakazu Katsura va rajouter beaucoup d'éléments de nouveaux love interest pour évidemment faire tenir sur la durée le récit. Mais est-ce que cette période du tome 3-4, là où il se passe ce que tu décrivais, c'est déjà le climax, ou est-ce que ça quand même, la suite est quand même... Ah non, mais la suite est aussi géniale, parce que il va y avoir évidemment 1000 rebondissements sur est-ce qu'il peut assumer son amour vis-à-vis de Ai, est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite, est-ce que elle est toujours... c'est une personne qui est fragile de par sa nature, et comment elle va devenir humaine, c'est-à-dire comment parce que donc elle a une durée limitée de 3 mois. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que cet amour qui est en train de naître entre ces deux personnages devienne une réalité et s'installe durablement dans la réalité, dans le concret. Après, Masakazu Katsura a écrit une autre histoire, une autre romance un peu plus tard qui s'appelle Is, qui est sans doute celle que je préfère par rapport à Video Girl Ai. Mais Video Girl Ai, pour moi, c'est important dans mon parcours de lecteur de manga, parce que à l'époque, le manga, il faut s'imaginer qu'on est au tout début. Dragon Ball venait tout juste de sortir chez Glénat dans ses couvertures, avec les couvertures à rabat. Le manga n'était pas encore en train de prendre, n'était pas encore un phénomène culturel comme il le sera avec, je pense, le point de bascule, c'est vraiment l'arrivée de Tom Cam, qui était... Alors, Tom Cam, pour savoir, c'était d'abord un magasin de produits d'import, je crois, japonais, basé sur Paris. Et, il y en avait même 2-3 boutiques un peu partout. Il s'est lancé dans l'édition. Et Video Girl Ai, c'est sa première publication. Et ce qui est intéressant, c'est que les couvertures à rabat, la surcouverture telle qu'elle existe aujourd'hui dans tous les mangas et telle qu'elle est présente déjà dans les mangas japonais, n'existait pas avant que Tom Cam décide de faire des mangas le plus proche en termes de fabrication des mangas japonais. Et Katsura, tu l'avais découvert avant en dessin animé, parce qu'il y avait Wingman qui était passé. Exactement, mais tu vois, j'avais pas fait le rapprochement au préalable. C'est après, en commençant à chercher, en me jetant d'une certaine manière dans cette culture que je découvrais et qui s'offrait à moi, que j'ai fait le rapprochement entre l'auteur de Video Girl Ai et le dessin animé Wingman. Mais en plus, le Masakazu Katsura commence à développer un nouveau style qui va faire école d'ailleurs, où le dessin devient de plus en plus beau. Dans Wingman, c'était encore très stylisé, très cartoony. Ouais, là, il suffit de voir les deux dessins pour voir que c'est plus simple, Wingman. Ouais. Et donc c'était difficile déjà quand tu connaissais pas trop, on n'avait pas encore Internet, c'est-à-dire que tu pouvais pas non plus faire le rapprochement entre tel auteur que tu es en train de lire là et tel dessin animé que tu avais vu 5 ans auparavant. Après, pour moi, c'est culte et c'est... moi ça m'a ouvert vraiment toute une culture. C'est pour ça que ce manga est super important. C'est pas mon préféré de Masakazu Katsura, c'est pas mon préféré, j'allais dire, de tous les mangas. Tom Cam a fait des mangas tellement cool. Et ce qui était intéressant avec cet éditeur, c'est qu'il proposait aussi un autre type de manga. Akira, c'est vraiment particulier dans la culture et c'est un sommet.
Mais je pense que l'arrivée de Tom Cam, c'était de montrer que dans le Shonen Jump, il y avait Ranma, il y avait un Dragon Ball, il y avait ce que tu voyais. Et eux, ils amenaient quelque chose d'autre. Ils amenaient de la romance, ils ont amené des livres de Loubar, façon Rookie de Masanori Morita, qui j'adore, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés. Et puis, ça va former, d'une certaine manière, le lectorat à découvrir le manga dans le sens de lecture original, le japonais, avec ses jaquettes. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se fait chez Kana, ce qui se fait chez Ki-un, je pense qu'aujourd'hui, Ki-un, c'est le successeur de ce que faisait Tom Cam. Et eux, ils ont vraiment proposé de montrer l'échantillon de ce qui se faisait au Japon, quand nous, on en était resté qu'à ce que nous proposait Dorothée avec ses dessins animés. On avait que la surface, quoi. Et pour revenir au manga, là, du coup, c'est quelque chose que tu relis régulièrement Non, ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps que je les avais pas relus. Là, d'ailleurs, je les ai relus un tout petit peu avant de commencer le podcast pour me remettre dans l'ambiance. Et je sais pas si aujourd'hui je le reproposerai à quelqu'un. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma lecture, dans mon parcours d'adolescent, de fin d'adolescent, parce que ça résonnait avec mes propres questionnements, mon propre rapport à l'autre. Donc c'est quelque chose de très fort, et je le lis je le lis à travers ce prisme-là. Est-ce que je le proposerais, par exemple, j'ai une fille qui arrive sur les âges et elle y est pas encore, mais en tout cas elle se dirige vers là. Est-ce que je lui proposerais aujourd'hui? Je sais pas. J'en sais rien encore. Parce que je relise pour lui dire oui ou non. Mais effectivement, j'imagine que toi, c'était la bonne œuvre culturelle au bon moment, donc en pleine adolescence. Au-delà de ça, et je parle même pas du fait que toi t'étais un garçon et elle une fille, mais je me dis, est-ce que le contexte, tu vois, la vidéocassette, est-ce que c'est ce que c'est que ta gamine, tu vois, des trucs comme ça, est-ce que c'était pas daté dans le temps? C'est vraiment une question, j'ai pas la réponse, c'est un vrai questionnement, parce que moi je l'ai pas lu ce manga, j'ai vu que quelques planches. Ah ben de toute façon, oui, il y a un petit côté désuet, évidemment. Un vidéoclub, pour elle, c'est Netflix, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est plus un lieu où on va louer ses cassettes, ça n'existe plus. Et dommage d'un autre côté. Mais comme Ring, est-ce que c'est encore visible, cette mythologie autour d'une cassette, d'une malédiction et d'un monstre qui sort de l'écran? Est-ce que c'est encore percutant au jour d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut le moderniser? Peut-être, mais d'un autre côté, c'est aussi désuet, et c'est aussi le ramener à une histoire et à un passé qui n'est pas si lointain que ça. Et à l'inverse, est-ce que tu penses que moi, je peux, ou les gens de notre génération qui ont pu avoir un accès au premier manga, etc., peuvent découvrir ça? Est-ce que la fibre nostalgique suffit pour se dire bon, ça c'est cool, je me farcis les 13 tomes? Pour moi, ça reste un manga de qualité. Après, ils sont difficiles à trouver physiquement. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir du patrimonial dans le manga, parce que chaque nouveauté pousse l'autre. Et à part si t'appelles Tezuka, et encore. Donc déjà physiquement, faut le trouver sans doute dans les rayons des marchands d'occasion. Après, si on aime la romance, si on aime ce genre de manga, ouais, je trouve que c'est quand même un manga très agréable. Après, franchement, il faudrait que je le relise pour remettre au spectre des idées d'aujourd'hui, savoir si c'est pas, tu vois, par rapport au rapport entre les hommes et les femmes, parce que je sais que les Japonais sont pas toujours très... ils ont encore un peu de... Enfin, c'est pas tout à fait le même rapport que nous, donc... Je vois ce que tu veux dire. Alors, mais je trouve que Ai est un personnage très fort, Moemi est un personnage très fort, Yota aussi dans sa sensibilité, c'est qu'on est quand même face à un personnage masculin qui est très sensible et empathique par rapport aux autres. Donc c'est dans l'idée que moi je me fais, sans avoir relu la totalité des mangas, je pense que c'est acceptable et que c'est pas tendancieux. D'accord, ouais. Par rapport au sort des personnages féminins, comme on peut le trouver dans d'autres mangas, malheureusement.
Bah écoute, merci pour cette présentation d'un truc effectivement qui, enfin moi pour ma part effectivement était un peu obscur. Merci aussi pour d'avoir parlé de ton toi de l'époque, de nous avoir immergé dans ton adolescence, de ton intimité. On va peut-être rappeler qu'on te retrouve donc sur Actionneur, donc une émission qui est mensuelle en gros, peut-être plus rapide. Oui, c'est ça, c'est une émission mensuelle. Là, on va préparer l'enregistrement du prochain numéro. Peut-être que vous l'écouterez avant celui-ci, mais donc ça devrait être c'est un numéro un peu particulier. Ça va être un grand quiz. On va revenir un petit peu sur l'année ciné, à la fois dans l'Actionneur, et on va aussi ouvrir un petit peu sur le reste pour vraiment revenir sur la totalité. Et ça sera, ça va être un numéro léger avant de reprendre sur le numéro de janvier qui devrait porter sur The Rock, me semble-t-il. Comme moi, je vais diffuser ce numéro qu'en janvier, il sera déjà disponible pour les gens. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie une nouvelle fois. On peut te retrouver où Sur les réseaux sociaux, donc j'ai le compte Actionneur, donc c'est @actionneur_pod. Mon compte perso, c'est @David Balsamo, je crois tout attaché. J'écris aussi quelques critiques litées sur Elbakin. C'est nouveau ça, non? Oui, c'est nouveau. Ouais. Ah d'accord, félicitations. Bah merci. Donc voilà, donc je suis un peu trouvable un peu partout. Il suffit de me chercher. Mais écoute, tout est dit. Félicitations pour cette dernière information que j'avais pas notée. Je vais te souhaiter d'avance, là même si on n'est pas tout à fait en 2019, je vais te souhaiter une excellente année pour toi et pour Actionneur et pour Ichi aussi. Ouais. Et puis on se retrouve bientôt au micro. Ok, allez à plus. Merci David, ciao. Ciao. Coucou Matt. Salut César. Comment ça va? Eh bah écoute, ça va bien. Je regarde, je voudrais pas te mentir, je constate que je suis à peu près entier, donc tout va bien. Tu m'envoies ravi. Et avec toi, on va parler d'un truc, peut-être un truc encore plus obscur que tous les autres. Mais en fait, tu vas nous en parler mieux que moi. Ça s'appelle Super Minds en VF et Misfits of Science en VO. J'ai bon? C'est ça, exactement. Et c'est une super série télé qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché et qui nous emmène dans une époque révolue qu'on appelle pudiquement le passé, puisque nous voici de retour. L'année de production, c'est 1985 de mémoire. Et du coup, c'est une super série. Mais avant la série, il faut que je vous parle du contexte. Il faut que je vous parle du contexte de ces années 80 où, en France, la série est diffusée sur une chaîne qui s'appelle La 5, qui n'est pas du tout la 5e, la chaîne du savoir, et qui est au contraire La 5, qui était une chaîne produite par Berlusconi de mémoire. Et du coup, c'est la première chaîne privée de France, et c'est une chaîne, au moment où elle arrive, révolutionnaire pour plein de choses. D'abord, c'est la première chaîne à diffuser des mangas en dessin animé. Avant même le Club Dorothée, c'est eux qui amènent la mode des mangas. Et sur cette chaîne, il y avait des super séries. Alors j'ai noté un peu des trucs de mémoire à partir de la page Wikipédia de la chaîne, mais il y avait des séries comme Star Trek, comme Cosmos 99, comme Galactica pour la SF. Il y avait tous les super véhicules, puisqu'il y avait Supercopter K2000 et Tonnerre Mécanique, la moto. Tonnerre Mécanique. Il faut que tu trouves la musique de Tonnerre Mécanique et que tu en glisses un tout petit peu, parce que ce truc-là, c'est formidable. Et moi, Tonnerre Mécanique, par exemple, au moment où ça passe en France, j'ai 7-8 ans, et quand je fais du vélo, je chante très fort la chanson de Tonnerre Mécanique, parce que c'est comme ça que tu roules plus vite, tu vois, c'est normal. J'avais pas le vélo, moi, donc je pouvais pas faire ça. J'avais pas d'hélicoptère non plus, tu vas me dire. Tu pouvais chantonner. En plus, le son de ce truc, c'est horrible, quoi. Il y avait Ottoman, qui est un super héros fait par ordinateur avec un curseur qui lui dessinait des voitures. J'avais oublié ce truc-là. Il y avait V, Wonder Woman et tout. Après, mes séries préférées, il y avait L'Homme de l'Atlantide. Donc faut imaginer Aquaman, mais c'est Patrick Duffy. Bobby dans Dallas. C'est ça. Il y a Captain Power et les Soldats du Futur. Alors ça, c'est pareil, c'est une série de ouf. De John Michael Straczynski, monsieur. C'est vrai? Tu savais pas? Non. C'est un de ses premiers jeux télé. Franchement,
Captain Power et alors je me souviens pas de l'histoire, mais du coup je vais aller trouver ça sur internet bien sûr. Du coup c'est une série c'est une série post-apo un peu futuriste avec des effets spéciaux par informatique mal faits des années 80 et tout, mais il y avait un délire de ouf là-dedans. Du coup c'est une équipe un peu militarisée qui doit se battre contre des robots du futur qui ont détruit le monde. Enfin, tu vois, on est dans une version pourrave de Terminator. Et les méchants là-dessus, ils ont sur le torse un carré de lumière qui flash. Donc tu as des flashs stroboscopiques sur le torse des méchants. À quoi ça sert? Et ben quand tu étais chez toi, tu pouvais utiliser un gun pour viser les méchants et en fonction des méchants que tu visais, tu gagnais des points et ensuite, alors je sais plus comment ça se passait, s'il fallait renvoyer ton gun à la chaîne pour gagner des cadeaux, mais tu avais des cadeaux. Et du coup, en suivant la série, toi, à 8 ans, tu avais ton flingue, si tu flinguais les méchants, le flingue voyait, tu gagnais des points et tu gagnais des cadeaux. Et c'est pas ouf. Ça n'a jamais été refait, quoi. Mais je me souvenais pas du tout de cet aspect-là. Autant j'ai de très bons souvenirs du programme en lui-même, autant ce côté ludique, non, j'avais complètement occulté. Et voilà. Et du coup, la série, la meilleure série de toutes celles-là, c'est Misfits of Science, la série de super-héros, du coup, des années 80. Et c'est une série qui est injustement occultée, d'abord parce qu'il y a plein de trucs formidables, je pense qu'on pourra en reparler, mais surtout... c'est le premier job de Courtney Cox. Ouais. Tout le monde dit hey, Courtney Cox c'est Friends et tout machin. Eh bien Courtney Cox c'était Misfits of Science et elle jouait une gamine télépathe. Elle pouvait faire bouger des choses avec ses yeux quand elle se tirait les cheveux, parce qu'il y a toujours un truc des pouvoirs pourris dans Misfits of Science. Donc fallait imaginer qu'elle avait une sorte de frange et qu'il fallait qu'elle passe sa main dans sa frange et qu'elle tire sa frange en arrière pour pouvoir déplacer des objets avec ses yeux. Il y avait un truc pourri là-dessus. Mais du coup, c'est une équipe de super-héros, c'est ça? Mais de super-héros losers ou de... Bah oui, parce qu'il y a le côté humoristique. En fait, ça d'après Wikipédia, c'est lancé dans l'impulsion des trucs un peu rigolos à la Ghostbusters. Et du coup, Misfits of Science serait une sorte d'ersatz de Ghostbusters. Alors, j'ai pas creusé. Pour tout dire, il y a un coffret. Alors, je vais les revoir. Il y a un coffret Misfits of Science qui est sorti. Il est autour de un peu moins de 30 balles sur des sites de vente en ligne. Et on peut revoir les trucs en DVD. Donc je l'ai acheté et je vais me refaire l'intégralité de la série, je me suis hypé. Et comme ça je pourrais recomparer par rapport à Ghostbusters et à cette parodie qu'il y aurait là-dedans. Et bref, du coup c'est que des personnages un peu débiles et rigolos. Enfin, il y a un chef de bande qui a pas de pouvoir, il y a un gros black énorme, un mec gigantesque, c'est un basketteur quoi. Et en fait son pouvoir c'est que lui il peut devenir tout petit, il fait 30 cm, mais il faut qu'on lui appuie sur la nuque. Et de mémoire, il y a des épisodes où les mecs le frôlent un peu par hasard et du coup, boum, il devient petit, c'est un accident, tu vois. Enfin, c'est tu te frôles. Comment il fait pour rebondir? Au bout d'un quart d'heure, il regrandit. D'accord, quand même. Donc il faut attendre. Il faut avoir un bouquin dans la poche, quoi. Et puis il y a un personnage qui était le personnage qui me faisait le plus kiffer quand j'étais petit, évidemment, parce que le mec c'est un rocker, c'est une star du rock, il a été électrocuté sur scène et depuis il a des pouvoirs électriques, il peut générer de l'électricité avec ses mains et il court à la vitesse de la lumière. Et en plus il est pratique parce qu'il génère de l'électricité genre pour brancher des appareils, tu vois, il suffit que lui il recharge les piles et tout quoi. Même je l'ai revu. Il fait pas ça. Ouais. Et je l'ai revu ce truc là. Et putain le mec c'est pas il a un look mon pote mais laisse tomber. C'est le rocker à la nuque longue tu sais qui a des grosses baskets montantes blanches tout en jean tout pourrave et tout et voilà et ça ce truc a hyper mal vieilli. Ouais parce que là, dans les effets de ce que t'en dis ça transpire les années 80 quoi. Ah bah non mais c'est typiquement les années 80. Mais non mais ce que je veux dire c'est ça fait partie de cette c'est un truc qui est complètement oublié tu vois et moi enfin quand je repense à ces souvenirs là j'ai pas beaucoup regardé la télé quand j'étais petit, mais ces trucs-là m'ont grave marqué. Et on a quand même une chaîne à la fin des années 80 en France qui est, pour faire court et un peu grossier, qui est vraiment une chaîne de culture geek quoi. Enfin il y a plein de séries de super-héros, de super-voitures, d'espace, de trucs. Il y a des trucs un peu convenus, il y a Arnold et Willy tu vois qui passent sur la chaîne. Il y a une émission qui s'appelle Babylone qui est un magazine qui est consacré aux séries B, aux mangas, aux comics et tout. On a des mangas, des dessins animés, enfin les Princesses Sarah et tous ces trucs là. Enfin c'est sur la 5 que je les ai découverts. Ils faisaient des compiles les mecs. Attends. Là pour Noël le 25 décembre, quand t'as 8 ans, tu te fais un peu chier pendant les repas de famille. Les mecs sont à table jusqu'à 17h, on boit du vin et tout. Enfin, c'est un peu relou, quoi. Et du coup, eux, ils avaient des dessins animés, genre le Magicien d'Oz en dessin animé manga. Et du coup, ils faisaient des compiles
Je sais pas si c'est eux qui produisaient, mais en fait, voilà. Et du coup, on te refaisait tous les épisodes qui avaient été diffusés. Ils étaient coupés. On enlevait les trucs inutiles. Et du coup, ça te faisait une sorte de méga film de. C'était pas un marathon, ils cuttaient dans les épisodes pour faire des versions condensées, quoi. Il faisait une version condensée et du coup, tu avais l'intégralité de la série en genre 3-4 heures. Et pendant que on était en train de parler politique, tu vois, le retour de Giscard, le nouveau plan de Michel Rocard, enfin les trucs un peu forts des années 80, tu vois, il y a Raymond Barre et tout, tous les mecs sont en art en fait dans les années 80. Bref. Et du coup, pendant que ça discutait sec dans le salon, et nous, on allait se foutre sur une télé et on matait ça, quoi. Mais je veux dire, c'était un super programme. Tu avais l'intégralité de la série. Du coup, tu récupérais les épisodes que tu avais ratés parce que il n'y avait pas de sortie DVD, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de Netflix. Je parle d'un temps où si sur les 5 chaînes disponibles, il n'y avait rien qui t'intéressait, il n'y avait rien à la télé, quoi. Et voilà, et c'était super. Mais moi, c'est marrant parce que moi, cette période-là, moi j'étais super client de la 5 et je regardais tout le temps la télé, tu vois. Mais vraiment. T'es né en quelle année, toi, César ? 83. Tout début 83. Et moi en 80. Et tu vois, tous ces programmes-là que tu as cités juste avant, je les regardais. Peut-être pas Star Trek, je crois que je suis arrivé un petit peu après. Pareil pour Cosmos. Par contre, Misfits of Science, j'étais complètement passé à côté. C'est-à-dire que je crois que le nom m'a dit quelque chose quand tu as proposé le sujet et que je me dis ah oui, c'est parce que j'avais fait des recherches à l'époque de Misfits, c'est la série récente qui est pas spécialement liée d'ailleurs. Hein. C'est plus une inspiration qu'autre chose. Et j'ai vraiment aucun souvenir. Et en regardant la bande-annonce du truc, je me suis dit non, ça j'ai vraiment pas vu parce que ce show aide beaucoup pour se remémorer des trucs et là non, je peux te dire que le générique super long avec la présentation des personnages et de leur pouvoir et pas de la débilité de la manière dont ils s'enclenchent, mais vraiment l'exercice de leur pouvoir, ça me fait non, ça je connais pas, quoi. Après je comprends ce que tu disais tout à l'heure, à savoir la volonté de faire un truc cool, ambiance, enfin Ghostbusters, il y a un petit côté retour vers le futur, tu vois, pas seulement dans l'accoutrement des gens, mais c'est de la manière dont interagissent les gens. Alors je te dis ça, encore une fois, générique, hein, mais encore une fois, j'ai pas revérifié ça, tu vois, c'est ce que j'ai chopé là quand on a dit qu'on allait parler. Je suis allé de tout ça, je suis allé checker vite fait sur Wikipédia pour avoir la date de production, le fait qu'il y ait 16 épisodes, une seule saison, enfin ce genre de bêtises. Et c'est là où les mecs évoquent une filiation entre Ghostbusters et Misfits. Donc du coup, voilà, franchement, j'ai pas rechecké, j'ai même pas galéré à trouver les épisodes sur YouTube ou tout n'importe quoi. Je suis allé, j'ai vu qu'il y avait un coffret DVD qui était sorti, j'ai acheté le coffret, je vais le mater. Et puis on fera un post-it si tu veux de mon débrief. Est-ce qu'il y a vraiment une filiation entre Ghostbusters et Misfits? Mais pour l'instant, voilà, je ne fais que retranscrire ce que j'ai pu lire sur les internets. Non, mais deal, on va faire ça, pas de problème. Et du coup, est-ce que c'est un cadeau que tu conseilles? Peut-être pas pour le moment, non. Ah je sais pas, en tout cas c'est un cadeau que je me suis fait et je peux te dire que c'est un des trucs que j'attends le plus tu vois, par exemple, j'ai pas été capable de le mettre sur une liste de cadeaux qu'on m'offrirait éventuellement un jour ou un truc comme ça, comme on peut en avoir sur certains sites. Non, je me le suis acheté direct et je trépine devant ma boîte aux lettres en attendant que ça arrive, quoi. Donc bientôt entre deux parties d'Assassin's Creed, tu vas te faire ça, quoi. Ouais, exactement, ça va être super. Je vais essayer de convertir mon fils aux séries pourraves des années 80. c'est fin select, hein, parce que tout n'est pas. Je crois qu'il y a un certain nombre de trucs et typiquement, je suis retombé sur je sais plus dans quelles circonstances, sur Manimal. Ouais, non, c'est plus possible. Manimal, ça a jamais marché sur moi. En revanche, je me souviens des bandes annonces de V, de la série V, où pour ceux qui n'ont pas la couleur, V, c'est une série où c'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Ils font croire qu'ils sont gentils, mais en fait, ils ont des têtes de serpents cachées sous des faux masques humains, et ils sont là pour envahir la Terre. Je crois que c'est pour voler de l'eau parce qu'il y a plus d'eau sur leur planète. Oui, je pense qu'on fera un épisode sur V parce qu'il y a matière. L'humanité est un peu con, hein, parce que ok, ils ont l'air humains au premier abord, mais ils ont quand même tous des costumes de nazis, quoi. C'est bizarre. Les gens se posent pas cette question. Tu sais, il y a des humains sur Terre qui ont porté des costumes de nazis pendant un moment aussi, hein. Ça peut arriver. Oui, mais justement, il y avait peut-être un référent culturel pour rapprocher entre les deux, là. Ouais. Et du coup, cette série, ouais, pareil, ça m'avait grave marqué, quoi. Mais je me dis, tu vois, la 5, moi, ça fait partie de comment dire ça, des pierres angulaires, c'est pas le bon terme, mais j'ai pas mieux là, des pierres angulaires de ma culture geek. C'est ce truc là qui m'a ouvert voilà, aux séries d'espace, aux véhicules chelous, aux super-héros, aux post-apocalyptiques, aux mangas, tous ces trucs là. C'est par ce prisme là que voilà, que je me suis ouvert à toutes ces
cultures alternatives. Et Babylone, toi, le magazine dont je parlais vite fait. Ouais, de numéro d'Agile, ouais. Et c'était mortel, quoi, ce truc-là. Il y avait plein de trucs. Enfin, il y avait des reportages à la télé sur Captain America en comics, quoi. Et on te parlait vraiment des comics. Enfin, c'était. C'est dans ce magazine-là que j'ai entendu pour la première fois parler de Gundam, par exemple. Tu vois. Ah, voilà. Et c'était tellement révélateur de la volonté de transmission de ce magazine. C'est quoi, en fait, je me dis un deuxième truc, c'est qu'en plus de la pastille que tu veux m'envoyer après visionnage de la série, on va se faire un épisode sur la 5 plus en détail. Je pense qu'il y a des gens, plutôt que de faire 1 heure sur V ou sur Babylone, des trucs comme ça, je pense qu'on peut se faire un gros épisode sur toute cette période-là. Et bon, bah. Après, pour le coup, ce sera vraiment un épisode de Madeleine de Proust parce que c'est que les souvenirs d'enfants qu'on en a, tu vois. On va pas retrouver des morceaux entiers d'émissions. Enfin, le peu d'émissions que tu vas trouver, c'est des trucs numérisés sur YouTube ou sur Dailymotion depuis des VHS qui ont été enregistrés à l'époque. Enfin, c'est une galère. Je crois que tu as 2-3 trucs qui sont trouvables en DVD. Bah, typiquement, V, je sais que c'est diffusé en galette. Tu dois avoir. Mais tu vois, les trucs genre Babylone, à part les choper sur le site de l'INA, si on arrive à les trouver, ça va être un peu compliqué, quoi. Enfin... Écoute, non, je vais me faire une petite mission d'archéologie là, pour le coup. Là, tu m'as donné bien envie là, parce que en plus de cette envie là, moi je me suis rendu compte que ce que tu as décrit là, à savoir ces portes d'entrée massive à une culture geek, c'est très clairement ce qui m'est arrivé aussi, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pas que je le réalise maintenant, mais formuler comme tu l'as fait, c'est indéniable aussi pour moi, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à cette chaîne, personne ne repense à ces trucs-là. On parle plutôt des journaux de 20 heures présentés par Jean-Claude Bourré, le seul journaliste qui était persuadé qu'on était visité régulièrement par les extraterrestres. Donc ça a marqué les gens. En revanche, l'influence que ça peut avoir sur des mecs comme nous qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, elle est complètement passée à la trappe. Donc voilà, je voulais réhabiliter la 5 et la série la plus farfelue de toutes, et c'est une de celles qui m'a le plus marqué, donc c'est Super Minds en français et Misfits of Science en anglais. Il y a le premier épisode en VO sur YouTube de mémoire, je l'avais trouvé, et puis sinon il y a un coffret DVD pour se refaire les 16 épisodes de la série, et ça coûte un peu moins de 30 balles sur Amazon et les sites un peu de ce genre là. Mais écoute, merci pour cette reco surprenante. Pour le coup, si t'as l'occasion de me faire une petite pastille pour dire bon en fait c'est bien, regardez, ou à l'inverse, non mais perdez pas votre temps, n'hésite pas. Ça marche. Je te souhaite une excellente année, Matt. Merci beaucoup, César. Puis, et n'oublie pas qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Hein. Jamais, la preuve encore aujourd'hui. Allez, gros bisous. À plus. Et c'est ainsi que cet épisode spécial se termine. J'espère que vous avez apprécié son écoute. Si oui, vous serez ravis d'apprendre que je compte réutiliser le concept 1 ou 2 fois par an, pas plus. Hein. L'idée initiale, c'était de faire une espèce de Christmas special, mais l'épisode sur Dragon Ball était si balèze et si compliqué à organiser que c'était aussi bien de terminer l'année dernière là-dessus. Du coup, je pense qu'on va faire un Summer Special, le tout sera trouver une thématique qui là encore réunit les membres de l'équipe. Je pense qu'on fera quelque chose du genre autour de la peur pour Halloween. C'est facile, mais c'est bon à prendre. Mais bon, de toute façon, on n'en est pas encore là. Si vous n'avez pas aimé cette émission, désolé, hein, mais comme je viens de le dire, on ne fera pas ça bien souvent, et de toute façon, on reprendra la formule habituelle dès le numéro prochain. Numéro prochain d'ailleurs, autant vous le dire tout de suite, tant que j'ai une bonne transition. Prochain numéro donc qui sera sur la saga Rocky. C'est clairement un héros de mon enfance, Rocky. Donc on va faire un numéro semblable à ce qu'on avait pu faire pour Alien il y a quelques mois de ça. Et on va évoquer donc chaque film. On fera évidemment un petit détour pour parler de Creed, vu que c'est 2 saisons. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais juste vous inviter à suivre les différents comptes sociaux de l'émission, que ce soit Facebook, Twitter ou Insta. Vous cherchez pas trop vieux tout attaché sur chacun d'eux. Comme d'hab aussi, petit laïus pour vous demander de noter le podcast sur Apple, si c'est pas déjà fait. C'est ce qui permet à l'émission d'exister, et je vais même aller jusqu'à vous demander de relayer les émissions que vous avez aimées. Faites-les connaître autour de vous, faites-vous connaître aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour dire ce que vous pensez du podcast. C'est pas seulement pour mon ego que je vous demande ça, mais pour éventuellement enrichir l'émission avec vos retours.
Et puis, si vous voulez venir parler d'un sujet, après tout, pourquoi pas. On a rencontré des auditeurs cool lors de live de décembre. Je pense qu'ils viendront au micro un de ces jours. Donc, why not? Ça peut s'organiser, ce genre de choses. Alors, j'avais encore 2 petites choses à vous dire avant de vous laisser tranquille. Je l'ai dit quelques fois ici, mais j'anime un autre podcast qui s'appelle Hommage Collatéral. C'est même mon premier bébé du genre. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de personnes qui écoutent On n'est pas trop vieux viennent de là, mais ce sera pas inutile de faire un petit coup de pub à mon autre projet, d'autant que je compte être un peu plus présent de ce côté-là dans les prochains temps, j'espère en tous les cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui consiste à revenir sur la carrière et la vie d'un créatif de génie, ce qui a pour effet d'enregistrer des émissions alors de 3 à 6 heures, vu que je suis entouré de 3 à 4 experts à chaque fois. Il y a eu 5 émissions à ce jour, presque toutes en 2 parties. Alors, il y a eu Neil Gaiman, Joss Whedon, Alexandre Dumas, Alan Moore et George Lucas dans leur ordre de diffusion. Hommage Collatéral, c'est un projet dont le rendu global me rend très fier, alors je voulais profiter de cette conclusion un peu longuette pour vous faire un peu de pub. D'autant que le prochain numéro devrait être pour très bientôt. Ce sera un numéro dédié à l'immense Terry Pratchett. Donc, amis lecteurs du Discmonde, attendez ça pour fin janvier, début février, peut-être un peu plus si je déborde, parce que l'organisation de ce genre de choses prend du temps. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai un nouveau projet sur lequel je bosse depuis quelques mois. Il est actuellement en train d'être présenté à des partenaires potentiels, donc je ne veux pas trop en parler, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de très différent d'Hommage Collatéral ou de Pas trop vieux dans la forme. Qu'il y a quelque chose en commun dans l'ADN des 3 émissions, puisqu'on reste dans un terrain culturel. C'est un projet qui m'a été proposé par un ami sur lequel je suis donc en collaboration, et ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau et donc d'assez excitant pour moi en ce moment. Je pense que je pourrais vous présenter la chose dans les prochaines semaines, donc je vous dirai tout à ce moment-là. Et cette fois, je vais réellement vous laisser tranquille. Vous avez certainement d'autres podcasts à écouter. C'est mon cas aussi d'ailleurs. Que je regarde mes notes. Non, j'arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier du coup pour le temps d'écoute que vous accordez. On n'est pas trop vieux pour ces conneries, que ce soit cet épisode ou les précédents. Je vais aussi dire un énorme merci à tous ceux qui se sont succédés pour postillonner dans mes micros et qui contribuent à faire ce show. Je vais le citer très rapidement par ordre d'apparition et en tâchant de distinguer les homonymes. Gros merci à Arnold, Soyouz, Fabrice, Audrey, Nicolas, Éléonore, Marc, Elisa, Faye, Bruno, Assina, Guillaume le RH, Pierre de Babelio, Betty, Alain, Matt, Gaël, Mathieu, Sartman, Rutil, Herbefolle, Clémence, Sarah, Elsa, Colette, Alexandre de Cloneweb, Julien de la Dimension Fantastique, Charles, Lucie, Arnaud, Jean-Victor, Alexis de Revue et Corrigé, l'autre Alexandre, Thibaut, Yasmina, Clément, Isabelle, Alexis d'Analeps, David Julien, Pierre de l'écran fantastique, Romain, Johan, JB, Julien du Namek et David que vous avez entendu un peu plus tôt. Grand merci à tous et à toutes, ainsi qu'aux prochaines voix qu'on va entendre dans les prochains temps. Ça y est, c'est fini. Je vous souhaite une dernière fois un très grand cru pour 2017. Je vous fais plein de bisous. Salut!
comment va? Oui, bah ça va, tranquillou quoi, tu vois, c'est décembre, on vient de faire des courses de Noël, on a acheté près de 300 balles d'alcool, j'aime autant te dire que, eh bien ça va être un truc familial, hein. Voilà. Parce que 300 balles d'alcool, c'est la norme? Bah faut acheter du rhum arrangé si tu veux parler des gilets jaunes avec tonton Gérard, tu vois, c'est obligé.